Ça y est, on est parti. Salut Gaël, Salut Sandrine. bienvenue sur Gizmo, épisode Merci beaucoup pour l'invitation. oh bah, de rien, écoute, c'est un vrai plaisir. Épisode très attendu, et pas mal, sollicité, suite, à la proposition, d'Édouard sur, l'un des épisodes, précédents. Écoute, pour commencer, je te propose de te présenter, un petit peu à ceux qui nous écoutent et puis de, nous expliquer comment tu es arrivé, à faire créature artiste, donc le début de ton parcours et cette passion, comment tu l'as découvert et comment tu en es arrivé à, au final, faire des créatures, ton métier en tant que freelance, aujourd'hui? Ok, ça marche. Bah écoute, on va commencer déjà avec mon nom. Donc je suis Gaël Kirschenbaum. Je suis créature artiste, on va dire de manière un petit peu plus en rapport avec les jobs qui existent actuellement dans l'industrie. Je pourrais me définir un petit peu plus comme caractère artiste, sauf que je travaille quasiment uniquement sur des animaux, sur des créatures. Donc je me considère comme étant créature artiste. Je voulais commencer l'interview en disant un grand merci, un énorme merci à Edouard pour avoir suggéré mon nom. Et je suis très content de pouvoir être avec toi aujourd'hui, Sandrine, pour présenter un petit peu plus mon travail, un petit peu ma philosophie. Et là, du coup, je vais commencer par présenter un peu mon parcours. Donc moi, j'ai commencé à vouloir faire de la 3D assez tôt. Je crois que j'avais déjà cette idée assez précise de le milieu dans lequel je voulais travailler. Et en tout cas, je voulais faire quelque chose de créatif. Quand j'étais gosse, j'ai été pas mal influencé, où j'ai appris pas mal, où je me suis découvert une passion pour les jeux vidéo, pour les créatures, surtout dans les jeux vidéo, pour les dragons, pour les dinos, ce genre de trucs un peu badass que t'arrives à, enfin que t'adores, avec lesquels t'adores jouer quand t'es gamin. Du coup, je me suis dit, plus tard, je pense que j'ai envie de faire ça. J'ai Du coup, grâce à ça, grâce à cette passion, en fait, j'ai trouvé une école de 3D, ou plutôt j'ai suivi ma sœur qui, elle aussi voulait travailler dans le milieu de l'art. Elle est aussi illustratrice. Elle avait trouvé cette école, l'Artefix à Montpellier, dans laquelle elle est allée. Elle n'a pas fini la formation parce qu'elle voulait plus, elle travaille plus dans tout ce qui est 2D illustration. Mais moi, je me suis dit, ok, ça peut être une occasion. On va essayer d'entrer dans cette école et de voir ce que ça donne. Donc j'ai réussi à entrer à Artefix. Une fois à Artefix, j'ai eu une formation assez généraliste, puisque c'est vraiment l'idée derrière les écoles de 3D, c'est de te former un petit peu à tous les domaines, à tous les cas de figure auxquels tu vas avoir accès ou auxquels tu vas avoir affaire quand tu seras en production. Et par rapport à ça, je trouvais ça super intéressant, en tout cas la première année, puisque, enfin les 2 premières années, puisque c'était surtout lié à tout ce qui était dessin, tout ce qui était illustration, on va dire notion fondamentale, donc de la photographie, mais les fondamentaux de la photographie, pas forcément de la photographie appliquée à de la 3D, ça c'était vraiment au tout début. Mais voilà, c'était plus ce côté théorique qui m'intéressait, et aussi le côté dessin d'anatomie, même si on n'a pas eu énormément de cours d'anat, on n'a pas eu énormément de cours sur la compréhension, on va dire, d'un corps humain, comment on peut utiliser ça en production. Mais j'ai senti que c'était quelque chose qui m'intéressait pas mal. Donc, assez tôt dans mon cursus, on va dire que ce côté création de personnages, ou ce côté fabrication d'un modèle, fabrication d'un asset, ça m'a attiré. Ça m'a attiré. C'était un petit peu problématique, on va dire, en 3e année. Puisque, en général, quand on fait une formation dans une école de 3D, on veut être l'école veut former des généralistes. Elle veut former des généralistes assez rapidement, enfin en tout cas au début, pour être sûr que tout le monde puisse comprendre un petit peu tous les domaines auxquels on va avoir affaire, et aussi pour que, une fois en production, on puisse comprendre déjà la chaîne de production, ce à quoi les différents corps de métier avec lesquels on va devoir travailler. Le fait que, par exemple, un modèle va arriver en début de chaîne, mais avant ça, il y a aussi le concept art. Comment on fait pour interpréter un concept art, comment on va faire aussi pour délivrer un modèle pour du texturing, etc., etc., pour que ensuite va y avoir du rendu, et à la suite du rendu, il va y avoir des FX ou du lighting. Et moi, j'avais plus de mal avec le côté rendu, FX, lighting, et ça, c'était très compliqué en 3e année Artefix.
Tu avais du mal à t'y intéresser ou tu avais du mal à le réaliser et du coup, tu préférais faire peut-être ta spécialité où tu t'éclatais et tu étais le meilleur et où tu avais un peu ce don, inné pour, justement le modeling, et tout ce qui est, humain, Je pense que j'avais du mal avec, la réalisation et le fait aussi que, en fait, on est un petit peu tous le résultat de nos expériences, ou on est un petit peu tous on va dire le résultat, oui, de ce qu'on a vécu avant, quoi. Et moi, tout ce qui était FX, tout ce qui était explosion, tout ce qui était, on va dire, mécanique, comme ça, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment bercé ou qui m'a vraiment Mmh. intéressé. Comment fabriquer un moteur, comment on va faire en sorte qu'il puisse tourner, comment on va répondre à toutes ces problématiques. C'est pas quelque chose dans lequel j'ai beaucoup évolué, ou en tout cas qui me passionnait quand j'étais gosse. Donc, forcément, Artefix, ces spécialités-là, ça s'est pas très bien passé. J'ai failli être expulsé de l'école d'ailleurs, parce que ça se passait assez mal, mais je savais vraiment que je voulais faire des créatures, que je voulais faire travailler sur de l'organique, travailler sur des personnages. Euh, donc j'ai quand même essayé de faire en sorte de comprendre un petit peu tout ce qui se passait avec les FX, le rendu, même de manière un peu ironique. Je dirais que maintenant, j'aime bien faire du rendu, j'aime bien lighter mes créatures, mais pas de manière aussi poussée que dans des films, on va dire, mais j'aime bien faire un petit peu travailler sur ces deux problématiques qui justement étaient problématiques pour moi à ce moment-là. Mais les FX toujours pas, ça, Les FX toujours pas. et 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 ouais, du coup, là, c'est ta troisième année où au final, c'est un petit peu la guerre entre l'école et toi et bon, tu t'y intéresses, mais de loin pour jouer le jeu, mais tu sais très bien que c'est pas là où tu iras t'éclater et c'est pas ça que tu feras en sortant de l'école. ouais. En sortant de l'école, du coup, dans la suite logique, tu te spécialises directement? Ou tu arrives Alors, pas tout de suite à te spécialiser et tu prends entre guillemets un job pour juste rentrer dans l'industrie et ensuite être un peu, repéré et avoir un réseau? Alors la chance qu'on a dans quasiment toutes les écoles de 3D, mais surtout l'artifice, je dirais, c'est que il y a cette année qui était un petit peu compliquée pour moi. Elle était peut-être aussi pour d'autres personnes, mais pour moi, elle était assez compliquée par rapport à ses spécialités. Sauf que je savais qu'en dernière année, ce qui allait arriver, c'était le film de fin d'études, le PFE, et du coup, ça, c'était quelque chose de super intéressant, puisqu'on pouvait choisir à ce moment-là de se spécialiser. Malgré tout ce que l'école nous avait dit, on savait qu'en PFE, on allait pouvoir quand même choisir ce sur quoi on allait travailler, les spécialités dans lesquelles on allait bosser. Donc PFE, il y avait plusieurs PFE, enfin plusieurs films de fin d'études. Soit tu choisissais de t'engager sur un film de fin d'études et tu le menais jusqu'au bout, soit tu pouvais choisir l'option un petit peu plus, on va dire, freelance. Donc tu n'avais pas à t'engager à 100% sur un film, tu t'engageais plutôt sur plusieurs films et on va dire, Ponctuellement. tu venais ponctuellement et tu venais un peu inculquer ce sur quoi tu étais spécialisé. J'ai un peu par défaut, on va dire, choisi cette option, et ça m'a permis de continuer à me spécialiser encore plus et de vraiment comprendre ce sur quoi j'avais envie de bosser. Et en fait, pour moi, le but, c'était clairement NPC et Godzilla. C'était OK. de faire. Super clair comme objectif. C'était l'objectif, ce qui était un peu trop tard, puisque c'est l'année durant laquelle Godzilla est sorti. Enfin, on va dire le Godzilla de Edward, je ne sais plus comment, Gareth Edward, je crois. Et du coup, le film était déjà sorti, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah ouais, moi je veux faire le prochain Godzilla, quoi. Et dernière année, un des PFE, un des principaux PFE, donc Ibris, un film sur lequel je suis beaucoup intervenu. Ben, ça a été quasiment que des créatures, ça a été que ça. Donc j'ai eu l'occasion de m'améliorer en anatomie, même si c'était très basique et je comprenais pas grand-chose à l'époque par rapport à ça. Mais ouais, j'ai eu l'occasion de m'améliorer en anatomie, de faire du texturing sur mes propres créatures, ce qui est quelque chose d'assez important et quelque chose que j'adore, puisque ben, pour moi, c'est important de bosser sur des projets perso et d'avoir l'impression que ce sur quoi tu vas travailler, tu as un peu l'appartenance, ou ta créature t'appartient un petit peu, quoi.
Carrément, tu vas jusqu'au bout et tu la laisses pas à quelqu'un d'autre, le soin de la finir et tu peux vraiment aller jusqu'au bout de ton idée, y compris dans le texturing où au final, tu as quand même pas mal de choses qui vont aussi s'y jouer, même si la modé est ultra précise, le «texturing» entre guillemets peut gâcher tout ça. Ouais, ouais, c'est l'idée. L'idée, c'est vraiment que en fait, t'as, t'as vraiment, t'as pas mal on va dire, de différents jobs dans l'industrie. Tu vas avoir des postes, donc, comme celui que j'ai eu à MPC, où en général, tu es hyper spécialisé. Si tu fais du modeling, tu vas faire que du modeling. Même si tu sais faire du texturing, ou texturing, ça peut encore aller, puisque forcément, c'est à la suite. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, pourquoi je fais du modeling, pourquoi je vais devoir pousser jusqu'au micro-détail de ma créature, pourquoi je vais devoir sculpter des pores de peau, pourquoi je vais devoir ajouter ces infos-là sur mon animal. Et en fait, c'est parce que ça doit servir au texturing. Mais si tu n'as pas fait de texturing, si tu fais pas de rendu une fois que tu as fait ton texturing, bah, tu sais pas forcément quel va être l'output. Tu sais pas forcément à quoi ça va ressembler au final. Et moi, j'avais envie de répondre un peu à toutes ces problématiques-là. J'avais aussi ce besoin de dire, je me sens artiste, quoi. J'ai envie que mes créatures aient un peu de ma personnalité. Et donc, si je fais que le modeling et qu'ensuite tout part dans le reste de la production, tout part à un autre artiste, et j'aurais pas forcément le sentiment que c'est mon bébé, entre guillemets, on va dire. Pour toi, c'est lié à un sentiment aussi d'aboutissement de te dire, «Je suis un artiste parce que j'arrive à créer de A à Z quelque chose qui m'appartient et qui totalement, en fait, naît de ton imagination, et de ton travail si tu es juste, entre guillemets, en train de reproduire une créature qui existe déjà?» Je pense que c'est intéressant de maîtriser tous les médiums dont on va avoir besoin pour s'exprimer. Et si j'ai besoin d'exprimer une idée, si j'ai envie de mettre un animal en pause, je vais peut-être avoir envie de faire un petit peu de rigging, ou si j'ai envie de créer une image pour donner une impression avec du lighting, il va falloir que je maîtrise un petit peu de lighting. Mais par contre, si j'ai envie de créer une image, une illustration parce que je suis sculpteur, on va dire, et que c'est mon principal médium, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, et je peux très bien me réduire, même si on se réduit pas vraiment à quelque chose, mais je peux très bien me limiter à être sculpteur, et ce sera pas un problème. Mais moi, je savais que ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir avoir un petit peu tous les éléments en main, et aussi pouvoir avoir une compréhension plus poussée de ma créature. Une compréhension qui est pas uniquement technique, puisque en général, et je trouve que c'est un petit peu un problème dans la 3D avec beaucoup d'artistes, beaucoup de juniors, c'est qu'on va se limiter à la compréhension technique. On va se limiter à des workflows, on va se limiter à des logiciels ou autres. Moi, mon logiciel de prédilection, c'est ZBrush, mais ZBrush, c'est juste un outil. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir, pour moi, quand je vais travailler sur une créature, quand je vais devoir faire un écorché, par exemple, c'est d'avoir une compréhension biologique de l'animal sur lequel je vais travailler. J'aime avoir une approche hyper organique du modeling. Donc, pour moi, l'approche organique, elle passe par de la modélisation biologique, on va dire, ou par de la modélisation peut-être un petit peu plus scientifique, dans le sens où je vais d'abord travailler sur le squelette. Ensuite, une fois que je vais avoir le squelette, je vais me dire, OK, maintenant que j'ai l'anatomie interne, le support, la base de ma créature, comment ma créature va pouvoir se mouvoir. Donc, je vais réfléchir où est-ce que je vais venir placer tous les muscles. Je vais quasiment les placer un à un. Ensuite, je vais réfléchir à l'épaisseur de la fat, de la graisse sur le corps de l'animal, puisque j'ai envie de donner du contexte. J'ai envie de créer une histoire sur mon animal, d'où est-ce qu'il vient, quelles sont ses origines, quel est l'environnement dans lequel il va évoluer. Donc, si je comprends l'environnement dans lequel il va évoluer, si je comprends par exemple que je dois travailler sur un bulldog anglais ou un truc comme ça, un animal qui du coup est un animal de compagnie qui va pas avoir la chance, on va dire la chance de beaucoup se déplacer, ou qui va vivre affalé sur un canapé, et qui en général va être goinfré, on va dire, par son maître. Donc forcément, il va y avoir beaucoup de fat. Il va y avoir une épaisseur de peau sur laquelle je vais devoir travailler qui va être différente. Et c'est un peu toutes ces problématiques qui m'intéressent quand je travaille sur une créature. C'est pousser la réflexion jusqu'à la compréhension de l'animal, puisque sans une compréhension avancée, on va dire,
en général, on se met juste à faire des silhouettes ou on se met juste à faire des animaux qui sont pas forcément crédibles. Et en VFX, on a un petit peu besoin, enfin, on a même pas mal besoin de répondre à ces questions de crédibilité, euh, de biologie, pour essayer de pousser ce qu'on appelle le state of the art, pour essayer de faire en sorte que nos animaux soient toujours le plus avancé ou le plus évolué ou le plus crédible, on va dire. C'est la question justement que j'allais te poser quand tu as commencé à détailler, un peu ton process de création, à savoir vraiment repartir de la base, de la structure, de l'architecture, en commençant par le squelette et en progressivement en fait, attachant tous les éléments et les couches, successives jusqu'à arriver au final au poil et à la peau. Chercher le sens et en fait, c'est pour avoir une cohérence et que, ton animal, ton chien, il ressemble vraiment à un chien et qu'il est pas, excuse-moi, je suis pas calée en muscles pour les chiens, je sais pas si on les appelle comme pour les humains, mais Ouais, il si, va peut-être si. avoir des biceps, surdimensionnés parce que tu t'es juste attaqué à la silhouette, alors qu'en rentrant vraiment à l'intérieur de l'animal et en te posant les questions de comment ça s'articule, tu arrives vraiment à retrouver le sens et comment ces différents éléments sont articulés et liés entre eux, en fait. Ouais, c'est exactement ça. On nous dit toujours, en tant qu'artiste, en production ou quand on travaille sur un projet, de checker nos références. Et en général, quand j'ai des artistes ou des juniors qui m'envoient leur travail pour avoir des feedbacks, je leur demande quasiment toujours, ok, c'est quoi ta ref, de quoi tu viens de t'inspirer, puisque c'est hyper important de comprendre la référence, c'est hyper important de pouvoir l'analyser et pas uniquement en termes de référence, ça ne va pas uniquement venir d'un concept art, puisque le problème quand on vient uniquement interpréter un concept art en 3D, c'est on risque de faire des raccourcis ou on Mmh risque de finir avec un modèle. Je parle de modèle, mais je pense que c'est vrai pour tout, hein. mh. Mmh mh. Pour un modèle, ce qui va se passer, c'est que notre modèle va pas pouvoir se mouvoir. Et ça, c'est quand même très problématique dans un contexte de production. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre ces problématiques? C'est tout simple, c'est en passant par une connaissance anatomique qui fonctionne. Quand je viens modéliser déjà le squelette de mon animal, bah, j'ai une base anatomique qui est plausible, qui est crédible, qui fait que je sais depuis la première passe, les premières secondes du travail, enfin pas les premières secondes, mais on va dire depuis que la base est prête, au bout d'un ou deux jours de modélisation de squelette, je sais que j'ai quelque chose qui va pouvoir fonctionner pour de la production. Je vais avoir moins de back and forth, je vais avoir moins de retours à faire plus tard, puisque déjà ma base est solide. Si la base est solide et que j'ai moins de retours à faire, j'économise du temps de travail. Ce qui est hyper important encore plus quand on est freelance, puisque le budget en tant que freelance, c'est toujours quelque chose sur lequel on veut garder un œil. Et je vais avoir quelque chose que je peux montrer au client rapidement aussi, puisque j'ai cette base qui fonctionne, j'ai ma librairie de muscles que je peux plugger sur mon modèle. Si j'ai besoin aussi de travailler sur on va dire, sur différentes espèces, l'anatomie étant, enfin moi c'est ma philosophie, c'est quelque chose auquel je crois énormément et c'est des problématiques sur lesquelles je travaille pour non seulement pour moi, mais là j'ai aussi la chance de travailler là-dessus pour Facebook Artificial Intelligence. Donc ça c'est pour moi cette anatomie universelle, c'est une problématique à laquelle j'ai envie de répondre grâce à mes images, grâce à mes illustrations et grâce à mes sculptes. Le fait que on va avoir, si on comprend l'anatomie humaine, si on comprend l'anatomie osseuse humaine, la myologie, donc l'anatomie musculaire, si on comprend tout ça, on peut l'appliquer d'une espèce A vers une espèce B. Donc, rapidement, je sais comment va fonctionner un humérus, je sais comment va fonctionner un fémur, je sais quels sont les features, quels sont les éléments topographiques de l'os que je vais avoir. Et je vais essayer de les retrouver, je vais essayer de les comparer. Donc, si je les connais chez l'humain et qu'ensuite je dois travailler sur un chien, je vais essayer de comparer ça. Je vais essayer de voir où sont ces éléments entre l'humain et entre le chien. Comment est-ce que je vais pouvoir du coup juste modifier les proportions de mon os et ensuite tout simplement pour moi c'est pour ça que l'anatomie osseuse est plus importante par rapport à l'anatomie musculaire. L'anatomie osseuse te donne absolument toutes les informations sur ce qui se passe à l'extérieur. Chaque petit bump, chaque petite, on va pas parler de fissure, mais de crête ou chaque petit volume que tu vas avoir sur un os a un nom. Et si tu connais ce nom,
Et en général, ce nom va avoir un lien avec le muscle. Donc, si tu connais ce nom, si tu sais vers quoi tu tends, et ben forcément, plus tard, tu vas pouvoir appliquer un muscle. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, ok, ben, que je fasse un humain, que je fasse un chien, que je fasse un chat, une vache, une girafe ou un éléphant, et je travaille sur la même chose. Je travaille sur de l'anatomie, je travaille sur des éléments biologiques très intéressants et je vais pouvoir appliquer ça pour faciliter la production. Ouais, je comprends. La logique et derrière la réflexion à chaque fois que tu mets en place quand tu attaques un nouveau modèle est toujours la même pour vraiment être le plus près possible de, la mécanique qui est derrière et essayer de retrouver en fait des éléments que tu connais déjà sur des squelettes sur lesquels tu as déjà travaillé, que tu connais, vont te donner cette base pour comprendre entre guillemets «plus rapidement» un nouveau squelette. Comment tu fais pour autant, sur des nouveaux animaux pour te documenter, pour trouver en fait toutes ces rêves que tu évoques, su où est-ce que tu vas les chercher, Est-ce que tu vas pas disséquer tous les animaux que tu croises, tu vas pas aller dans des zoos, quelque part, tu as juste accès aux silhouettes dans la vraie vie, même si, pour ceux qui ont pas la vidéo, il y a un écorché, je sais pas quel animal c'est derrière toi, mais Alors, ouais, j'ai un squelette d'humain, j'ai un écorché de. Donc, quand je dis écorché, je vais avoir un poster ou une figurine. Donc, j'ai un poster de. C'est pas une panthère, c'est un cheetah. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Je crois que c'est ça, cheetah. jaguar, je sais pas. Jaguar, ouais. Oui, du coup, j'ai un poster d'écorché de jaguar qui a été fait par June's Anatomy, du coup, qui est une super référence aussi pour tout ce qui est écorché d'animaux. Euh, donc, comment on fait pour se renseigner là-dessus? Comment on fait pour trouver les informations qui vont nous permettre de comprendre comment on peut travailler sur une espèce sur laquelle on n'a jamais travaillé, ou alors Ouais. comment on peut faire un dragon, par exemple? Parce qu'un Ah, dragon, ça n'existe pas. c'est ce que j'allais te dire. Comment tu fais pour trouver des écorchés et quand il y en a pas, comment tu les imagines? Est-ce que juste en voyant la peau en mouvement, tu arrives vraiment à «scanner» entre guillemets et retrouver le muscle qui est derrière? Et comment derrière tu vas beaucoup plus loin, à savoir créer un squelette et les muscles qui vont avec pour une créature qui n'existe pas, type dragon ou dinosaure peut-être? Je sais pas, toi de me dire. Ouais, alors l'idée c'est un peu la même. L'idée c'est d'analyser quelque chose que tu connais. Vu que tu vas connaître l'anatomie humaine, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir comparer ça, donc connaître en tout cas l'anatomie osseuse humaine, donc un petit peu d'ostéologie. Ce que tu vas vouloir faire, c'est comparer ça avec les os de la créature sur laquelle tu dois travailler. Donc si c'est une créature par exemple un chien, on va avoir la chance de pouvoir avoir pas mal de photos de squelettes qui sont disponibles. Là, dans mon bureau, j'ai aussi la chance d'avoir un squelette de chien qu'un ami de Deneg, qu'un ancien collègue de Deneg m'a prêté. Mais oui, en général, tu vas vouloir utiliser les ressources que tu peux avoir. Et pour comprendre aussi, du coup, l'anatomie musculaire, ce que je fais pas mal, c'est que je peux pas disséquer beaucoup d'animaux et je ne Mmh dissèque mh. pas d'animaux. J'ai presque envie de dire malheureusement et heureusement. Je dissèque pas d'animaux, mais par contre, j'ai beaucoup de livres de documentaires d'anatomie vétérinaire. J'ai des bouquins d'anatomie véto dans lesquels il y a des dissections complètes de chevaux, il y a une dissection complète de chiens, une dissection complète de chats, et ça, c'est des ressources auxquelles tu as accès tout simplement sur YouTube. Tu peux trouver des dissections d'animaux, des dissections qui sont faites aussi de manière très bien cadré. C'est des dissections qui sont faites par des vétos, c'est des dissections qui sont pas faites, c'est pas de la boucherie, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment fait dans un cadre d'étude, qui est fait dans un cadre qui est là pour permettre à des étudiants en école véto ou des étudiants en biologie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps d'un animal pour essayer de mieux le soigner, pour essayer oui, voilà, on va dire de mieux le soigner ou en tout cas de comprendre aussi d'autres espèces. Mmh mh. Et Et puisque dans ce cas-là, tu vois quand même à travers la vidéo pas mal les volumes? Parce que la dissection, c'est un peu à plat quelque part et pour leur usage, c'est pas forcément pour le tien. Est-ce que pour autant, tu as la même perception des volumes que tu devrais les comprendre et avoir accès? Alors les volumes, c'est toujours la chose qui est un petit peu compliquée, surtout en 3D, parce qu'on va pas se rendre compte de quel est le vrai volume d'un muscle. Et c'est un petit peu
forcé d'avoir une idée, puisque tous les éléments sur lesquels on va bosser, toutes les créatures, tous les assets, tous les personnages, ils vont être en volume, même s'ils sont à travers une page 2D, ils sont à travers un écran. Donc, comment tu peux faire ça en anatomie pure, on va dire, pour de la science, pour de l'étude, pour des gens qui travaillent en médecine, ce que tu vas voir, c'est des plans de coupe. Et ces plans de coupe, ils sont précisément détaillés à différents niveaux de ton modèle, à différents niveaux du bras. Par exemple, tu vas avoir un plan de coupe sur le haut du bras, tu vas avoir un plan de coupe sur la partie médiane du bras, donc au milieu, tu vas avoir différents plans de coupe. Et tu as aussi des photos de plans de coupe. Donc quand je parle de plans de coupe, ça peut être par exemple sur des bouquins d'anatomie artistique, tu vas les avoir, mais le problème c'est que le muscle va être dessiné en noir. Donc tu vas juste avoir le volume global, on va dire. Mais tu as aussi des bouquins d'anatomie forcément pour des futurs médecins, pour des étudiants en médecine, dans lesquels tu vas avoir des plans de coupe de vrais muscles ou des plans de coupe de vraies personnes qui ont été découpées, parce que c'est important aussi dans un contexte médical de pouvoir comprendre si un muscle a le bon volume, et donc tu vas pouvoir utiliser ces informations pour toi, pour te documenter, savoir comment tu vas travailler sur ta 3D, avoir justement une éthique quand tu vas faire de la 3D, parce que c'est aussi important de créer quelque chose qui est réaliste, de créer quelque chose auquel on peut croire. Donc ça passe vraiment par toutes ces subtilités de l'apprentissage de l'anatomie. Trop bien. J'imagine pas ta bibliothèque ou tes onglets ouverts qui doivent être remplis d'écorchés. Oui, il y a beaucoup d'écorchés, il y a beaucoup de dissections, mais j'essaie toujours de garder en fait des références qui soient vraiment éthiques et qui soient là pour guider vers une connaissance anatomique qui soit médicale, et pas vers quelque chose qui est un peu abstrait. C'est un problème en fait que beaucoup d'artistes ont, beaucoup de juniors, mais même des mid, des seniors, c'est qu'en général, la connaissance anatomique, elle passe que par des bouquins d'illustration, que par des livres d'art, ou que par des tutos ou des trucs comme ça, ce qui est très bien parce que c'est une simplification géniale et pas banalisation, une vulgarisation de la connaissance qui est très intéressante. Mais on pousse pas assez le détail. On va pas vraiment chercher, on va pas vraiment essayer d'exploiter ce qu'on va vouloir comprendre grâce à ça. On va rester un peu en surface. Et ça, pour moi, c'est un peu un des manques, on va dire, ou un peu un des manquements en général qu'on a sur beaucoup d'illustrations en 3D. Et puis tu as toujours ce filtre, entre guillemets «de l'artiste» quand il a fait son illustration, il a simplifié pour vulgariser, et tu as cette perte d'infos qui peut être minime comme beaucoup plus importante, et qui t'aide pas à peut-être, justement avoir le détail ou l'info manquante qui manque, à ta créature pour son réalisme. Donc en allant vraiment à la base et en se basant sur des photos ou des vidéos, tu as au moins accès à la source et à la matière, et libre à toi d'en faire l'interprétation et de prendre toutes les infos, nécessaires pour cette créature. Tu as évoqué tout à l'heure le dragon. Comment tu fais un squelette de dragon? Mixes quel squelette pour composer un dragon? Tu pars d'oiseaux, tu arrives à prendre un tout petit peu d'humain que tu mets dans ce dragon-là? Ouais. Comment tu crées ces créatures? Et est-ce qu'au final, tu arrives à assembler le dragon à 100% à partir de d'autres squelettes, ou il y a quand même une part un peu d'invention que tu es obligé de mettre parce que vraiment tu trouves pas les 20% manquants, qui te disent le bout des ailes qui est articulé, on le voit plus sur les oiseaux par exemple aujourd'hui, il avait Ouais. un muscle ou un os qui n'existe plus aujourd'hui sur aucune des espèces. Alors, faut pas avoir peur de designer certains éléments, mais toujours en faisant en sorte qu'ils puissent fonctionner, ou qu'ils puissent, en tout cas, se déplacer. Donc ça, c'est aussi une problématique qui est super intéressante, celle du dragon, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui aiment travailler là-dessus, puisqu'il y a plein de problématiques avec le dragon. Il y a la problématique de comment il va se déplacer, quelle est son anatomie interne. Donc là, je vais pas parler des viscères parce que on s'en fout un petit peu, mais quel va être le squelette du dragon, comment on va pouvoir faire en sorte que, en fait, on a deux membres supplémentaires par rapport par rapport à un quadrupède, et ces deux membres supplémentaires, où est-ce qu'ils vont,
et comment ils font pour se mouvoir, quelle est leur anatomie osseuse et quelle est leur anatomie musculaire. Et il y a plein de pistes qui peuvent être explorées. Donc il y a la piste aussi du dragon. Est-ce que le dragon va être bipède, c'est-à-dire est-ce qu'il va marcher sur ses deux pattes arrière, avoir un petit peu deux pattes deux bras comme un humain ou comme un T-Rex, et ensuite il va avoir deux ailes à l'arrière du dos. Donc pour résoudre ça, vu que l'animal est bipède, on peut s'orienter vers une anatomie un petit peu plus aviane, donc une anatomie d'oiseau, puisque forcément les oiseaux, ils sont bipèdes. Donc, vu qu'ils sont bipèdes, les ailes vont être orientées vers l'arrière pour équilibrer le poids de leur corps et pour faire en sorte qu'ils puissent voler. Donc, on peut utiliser ce genre de référence. Il faut comprendre aussi comment mixer différentes omoplates ensemble, puisque forcément les omoplates du dragon, on va avoir l'omoplate qui va être là pour les ailes, et on va aussi avoir l'omoplate qui va être là pour les pattes avant. Si jamais on veut faire en sorte que les deux puissent se déplacer indépendamment, ou alors si on veut faire en sorte que si jamais le dragon il va commencer à déplacer ses pattes avant et il va voler en même temps, il va faire des battements d'ailes en même temps, enfin voilà, c'est ces problématiques auxquelles il faut répondre. Et pour y répondre, c'est assez simple. En fait, on design un squelette, on utilise des squelettes qui existent déjà, on essaie simplement de les placer, de les mettre les uns sur les autres. Et si déjà le squelette donne l'impression de pouvoir se déplacer et qu'il va laisser de la place aussi pour venir placer les muscles, c'est que on a déjà réussi, on va dire, à 50-60% du taf. Et il faut designer aussi certains éléments. Si par exemple j'ai envie de me dire, ok, je veux faire en sorte que les pattes avant de mon dragon, vu que c'est un bipède et que c'est un espèce de T-Rex, donc les T-Rex ils vont avoir une anatomie de lézard. Si on regarde ce qui se passe chez les lézards, les lézards ont des pattes avant qui en fait sont fusionnées avec leur torse quasiment en partant du sternum. On va avoir un espèce d'os qui part du sternum, qui va aller jusque sur les omoplates. Et vu que l'os est fusionné entre le sternum, les omoplates et toute cette partie du tronc, le lézard, il peut pas faire comme nous, il va pas pouvoir rouler les épaules ou il va pas pouvoir se déplacer comme ça. Donc, on peut très bien choisir ce type d'anatomie pour notre dragon, placer ça sur le torse, et ensuite, par contre, sur les ailes, on a envie d'avoir quelque chose qui soit un peu plus qui se déplace un peu plus. Là, qu'est-ce qu'on fait? Quel type d'anatomie permet un petit peu plus de déplacement ou est en tout cas plus proche de l'humain? Ça va être l'anatomie de la chauve-souris, puisque la chauve-souris, c'est un mammifère, donc l'anatomie est similaire. Si tu prends le squelette d'une chauve-souris ou si tu prends le squelette d'un humain, en fait, c'est le même squelette, quoi. C'est les mêmes os, la seule différence, c'est au niveau des proportions. Donc voilà, c'est un petit peu mixer ces différents éléments, choisir quelle intensité de déplacement ou quelle intensité de rotation ou répondre à ces problématiques physiques, on va dire, on a envie d'employer pour notre créature et on applique ça sur notre dragon. Ça permet aussi de raconter une histoire, puisque forcément, si j'utilise une anatomie qui est un petit peu plus lézarde pour mon dragon, il va pas être un petit peu plus pâteau, il va avoir un petit peu plus de mal à se déplacer, et ça va lui donner donc plus de caractère. Ça va commencer à raconter un petit peu plus une histoire. Si au contraire, j'utilise une anatomie qui est plus mammifère, si j'utilise une anatomie pour le corps, en général, l'anatomie de dragon, en fait, il suffit de regarder l'anatomie d'un lion, tu compares avec un dragon, c'est exactement la même. La seule différence, c'est que le cou va être plus long. Donc le cou est plus long, et pour que ce soit un petit peu plus stylé, ce qu'on fait, que ce soit un petit peu plus badass et que ça ait l'air un peu plus agressif, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un cou de T-Rex ou de lézard, les vertèbres, on va dire, les vertèbres cervicales d'un cou de lézard, puisqu'elles sont très pointues, donc ça donne tout de suite un côté un petit peu plus agressif à la créature, ça permet d'avoir un cou qui est plus long. Mais ça, c'est l'anatomie axiale de notre créature, c'est-à-dire tout ce qui part de l'arrière du crâne et qui va définir le torse. Donc je parle pas des bras, en fait j'enlève les membres. Je vais avoir donc le crâne, la colonne vertébrale, le torse et le pelvis. Cette anatomie axiale, peu importe l'animal quadrupède ou bipède sur lequel on va travailler, elle sera toujours présente, elle sera toujours similaire, ce sera toujours la même, sauf que la différence va être en termes de volume, va être en termes de proportion, peut-être un petit peu de silhouette,
mais sinon, on va avoir les mêmes intérieurs, j'ai envie de dire. Donc, tu utilises cette base, parce que cette base elle est similaire sur plein d'animaux, sur plein d'êtres. Tu as cette base qui est similaire, et puis tu viens y accoler un petit peu tout ce que tu veux, quoi. Tant que tu peux le faire fonctionner, tant que tu peux le faire se déplacer, faut juste que ça fonctionne, mais ouais, tu peux Mmh mh. customiser un petit peu tout ça comme tu veux. Ça paraît si simple quand tu en parles comme ça. Et puis en même temps, je fais les assemblages, en essayant de monter ce dragon comme tu le décrivais, mais c'est assez fou, hem et ça donne aussi le champ des possibles au final sur, un dragon. En fait, il y a 1000 dragons qui existent, enfin pas 1000, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui existent, en fonction de la fonction que tu veux remplir de ton dragon. S'il est censé beaucoup plus courir, ou au final beaucoup plus voler, tu vas pas forcément lui mettre la même anatomie et les mêmes proportions, pour y répondre. C'est assez intéressant parce qu'au final, tu te d'un point de vue assez extérieur, tu pourrais te dire, bah, le dragon que j'ai vu, c'est toujours les mêmes dragons ou à peu de choses près, mais en fait pas du tout. Il faut revenir à la fonction pour décrire ton squelette et ensuite développer le dragon, tu reviens toujours à la base, Ouais, c'est et ça. Ouais, tu viens vraiment définir le rôle de ton dragon. Mais c'est aussi, là on parle de dragon, mais c'est aussi ce qui se passe dans la réalité. Si tu regardes l'anatomie d'un lion, si tu regardes l'anatomie osseuse d'un lion, en fait, tu vas voir que tout ce qui définit ses formes, tout ce qui définit la silhouette de ton lion est fait pour découper. Tu regardes les griffes du lion, qui en fait, bah, c'est nos phalanges, enfin, c'est nos ongles, mais nous, on n'a pas des ongles qui sont faits pour découper, donc on va pas pouvoir courir après une gazelle et planter nos ongles dedans, alors que le lion, il va pouvoir le faire. Euh, Tu regardes les dents, tu regardes les incisives du lion, elles sont aussi faites pour couper, pour se planter dans de la chair quand le lion va vouloir courir après sa proie. Tu regardes aussi le fait que le lion va avoir une vertèbre euh, lombaire de plus, ce qui fait que oui, je crois que c'est ça, une vertèbre lombaire de plus, ce qui fait que, bah, en fait, cet animal, il va avoir beaucoup plus de flexion au niveau du pelvis, enfin au niveau du thorax, pour courir beaucoup plus rapidement, pour créer encore plus de tension dans sa dynamique de mouvement, et aussi, bah, forcément, quand il est lancé après une proie, il va vouloir sauter dessus. Donc, s'il veut sauter dessus, il faut qu'il ait vraiment cette dynamique de corps qui va lui permettre de s'accrocher à sa proie et de l'attraper. Donc ouais, ces éléments de design, ils sont hyper importants pour avoir une compréhension biologique de sa créature, et pas uniquement faire ce qu'on fait très souvent, c'est-à-dire qu'on va venir prendre un concept et on va simplement essayer de faire un travail de silhouette sur du concept. Ce qui est aussi très intéressant, puisque le travail de silhouette, il nous permet de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une ligne, comment on peut utiliser une ligne pour s'exprimer, comment on peut utiliser une ligne pour comprendre aussi, puisque une ligne, c'est une simplification d'une forme, et cette simplification, elle est indispensable pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe sur un os, pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe sur un corps, puisque si on part toujours de ce qui est le plus compliqué et ce qui est le plus fini, on va dire, bah, par exemple, le problème universel, on va dire, c'est de commencer par la forme, par la peau, par l'enveloppe extérieure. On commence par l'extérieur et on va essayer de réduire toute la compréhension anatomique qu'on a à simplement l'enveloppe extérieure. Mais si on n'a pas compris tout ce qui se passait à l'intérieur, si on n'a pas compris qu'en fait un os c'est simplement une ligne et un muscle c'est simplement une corde entre deux lignes, eh ben on va pas comprendre comment ça se déplace. On va pas réussir à utiliser cette simplification initiale et cette base pour créer quelque chose de plausible. T tout à l'heure, tu décrivais les histoires en plus qui viennent complexifier ces squelettes et l'anatomie en fait des créatures ou des humains. Il y a d'autres his tu donnais l'exemple du bulldog, qui aura pas la même forme si, il est affalé sur le canapé toute la journée ou à gambader dans un champ, errant, parce que justement beaucoup mal nourri. Est-ce que tu as d'autres histoires comme ça qui ont pu impacter, des animaux qui, entre guillemets, «paraissaient simples», mais au final vont vraiment changer leur structure par leur milieu et l'histoire que tu leur accoles? Bah, du coup, ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est par exemple quand tu veux travailler sur des chevaux, et tu vas essayer d'analyser différents types de chevaux, différents types de chevaux différents, et tu vas te rendre compte qu'en fait leurs proportions elles sont hyper différentes, elles sont spécialisées. Et pourquoi elles sont spécialisées? Elles sont spécialisées, bah, soit parce que leur environnement les ont forcés
à avoir une forme différente, ou aussi par rapport à la théorie de l'évolution, c'est plus par rapport à un aléatoire, donc l'aléatoire de la génétique qui fait que, en fait, on va avoir des animaux qui naissent avec des proportions très différentes, et celui qui aura les proportions qui lui aura permis le plus longtemps de survivre sera celui qui aura la chance de continuer d'évoluer. Alors que les autres, soit ils vont s'éteindre, soit ils vont disparaître, soit ils vont continuer d'évoluer, mais ils seront pas au top de leur forme, ou ils seront pas aussi spécialisés, on va dire, que la créature alpha, quoi. Tu viens analyser aussi l'impact de l'humain dans ce milieu. Nous, on va venir sélectionner des espèces pour leur spécialité, et on va essayer de pousser cette spécialité jusqu'à son paroxysme pour faire en sorte que l'animal il soit encore plus performant. Et je pense par exemple aux chevaux de course, ou au fait qu'on va venir sélectionner un animal qui a une corpulence particulière, et on va le faire s'accoupler avec une femelle qui a les meilleures caractéristiques physiques de l'espèce, pour faire en sorte de perdurer tout ce qui fonctionne bien et avoir un descendant qui est encore plus fonctionnel, ou qui va remplir encore plus sa tâche. Du coup, c'est le principe de ce qu'on fait en tant qu'humain, spécialisation des espèces, et c'est ce qu'on fait aussi malheureusement pour la viande. On va vouloir sélectionner des animaux parce que ils vont avoir une tendance à accumuler peut-être plus de fat, enfin plus de graisse, ils vont être plus facilement manipulables, ils vont avoir des spécificités physiques qui font en sorte que ces animaux, c'est des proies par définition. Du coup, on spécialise encore plus ces bêtes, et voilà, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive, mais c'est pas uniquement dans le mauvais sens. Par exemple, pour des animaux de compagnie, ou ça peut être aussi quelque chose de terrible pour des animaux de compagnie. Si par exemple on prend le cas des chihuahuas, ça c'est quelque chose de terrible dans le sens où, le cas des bulldogs aussi, ce qui fait que les bulldogs vont avoir le nez de plus en plus écrasé, ils vont avoir de plus en plus de mal à respirer, donc forcément des problèmes de poumons ou autres. C'est parce que l'humain a décidé que c'était vachement stylé d'avoir un chien avec un nez écrasé, et d'avoir un chien, par exemple, avec des yeux énormes et exorbités, parce qu'on adore ça, et parce que ça nous rappelle un peu nos bébés, on va dire. Donc, on vient spécialiser une espèce, et on influence malheureusement sa forme au fur et à mesure des générations. Ouais, c'est type d'exemple de spécialisation d'espèces qui sont créées soit par de l'humain, soit par des humains, pas par de l'humain, mais par des humains, soit par la nécessité de survivre dans un environnement. Mmh mh. Et du coup, toi, quand tu les designs, tu mets le curseur entre guillemets dans ces évolutions, où tu le sens pour accentuer ou pas ce trait-là, et pour un bulldog, tu peux, heu, vouloir revenir quelques, générations en avant où, le bulldog avait pas forcément le nez, aussi plat. Idem pour, le cheval, tu peux choisir de faire un mix entre, un cheval qui est capable de courir assez vite, mais qui est aussi capable de tirer des charges assez lourdes, et pas forcément rentrer dans le stéréotype du cheval de course. Ouais, Tu es capable derrière de mixer, et l'histoire et la fonction que tu vas encore lui donner va te permettre de, créer un peu ce cheval hybride, ou ce chien intermédiaire, qui peut exister et qui existe. Faut-il encore le trouver, mais ouais, c'est exactement ça. Tu viens spécialiser ton design, et c'est ce qui se passe dans la nature. C'est ce qu'on réplique en illustration, en cinéma d'animation, en 3D, dans les VFX. On vient spécialiser sa créature pour faire en sorte que ce soit encore plus dans les VFX, ce soit la créature alpha. Tu regardes Godzilla, il a toutes les caractéristiques de la créature qui est là pour broyer les autres, pour pouvoir les bouffer. Si tu regardes ses dents, par exemple, c'est vraiment faire en sorte que les spécificités que tu vas prendre sur des animaux, sur des espèces qui existent, ou le fait que tu comprennes aussi un peu ce qui se passe au niveau de la phylogénétique, donc au niveau qu'est-ce de que c'est? l'évolution. Donc la phylogénétique, c'est par exemple c'est toujours essayer de retrouver l'ancêtre commun sur différentes espèces. Le fait que, en fait, l'humain, le chien, le chat, la vache, la chèvre, les girafes, on a tous un ancêtre en commun. On va vouloir remonter un petit peu ces différentes origines pour connaître cet ancêtre commun. Et ça permet
ça permet d'aller dans les deux sens de l'évolution. Et tu vas te rendre compte aussi que tu vas avoir des ancêtres communs avec forcément l'ancêtre commun avec les poissons, l'ancêtre commun avec les lézards, les oiseaux, et tu veux comprendre où est-ce que tout commence à diverger. Et si tu commences à pouvoir retrouver ces informations, donc encore une fois dans l'idée que la connaissance, elle permet la liberté de design, si tu commences à comprendre toutes ces informations, tu peux les utiliser, toi, en tant qu'artiste, pour venir créer, faire ton animal, en fait, faire ta créature, et avoir aussi une approche que je trouve plus éthique de la 3D, du design d'animaux. Mmh mh. Comprendre après, c'est être libre de créer, quelque chose de beaucoup plus cohérent et réaliste, mais pour ça, faut revenir à la base et à cette compréhension et derrière, tu es libre de les assembler un peu comme tu veux. Ouais, C'est intéressant aussi ce que tu disais sur la ligne tout à l'heure. Il y a un des exemples, et des réalisations que j'ai vues où tu avais fait une autruche et c'est très drôle parce que cette autruche, elle paraît réaliste et pour autant, elle paraît aussi très sympathique. Il y a un caractère, tu vois, assez humain, je trouve, dans son visage, mais même dans sa silhouette et j'ai l'impression que ça illustre un peu ce que tu disais sur la ligne tout à l'heure, à savoir que tu es reparti de ce qu'était une autruche, mais que tu as pu te laisser quelques libertés après esthétiques pour que cette autruche, elle paraisse un peu plus sympathique que l'autruche qui d'habitude nous course dans le champ et qu'on a peur d'approcher. Celle-là, on a envie de lui dire bonjour, tu vois? ouais. Et quelque part, je sais pas à quoi c'est dû et c'est peut-être toi qui vas me dire, est-ce que c'est le nez que tu as rendu, moins pointu pour que justement, on n'ait pas l'impression d'être piqué et d'être niaqué, si on met la main, pas très loin de l'autruche? Pour, te donner cette liberté, la liberté de ligne a pu te permettre au final de mettre un caractère sur cette créature? Alors, je pense que il y a plusieurs problématiques, on va dire, derrière ça. C'est aussi quel est le besoin, quel est le besoin du client, puisque du coup, cette autruche, elle a été faite à Capsule Studio pour une production, et le client voulait faire en sorte que c'est- on puisse s'identifier à cette autruche. Donc, comment on fait pour s'identifier à un animal? On va lui donner les caractéristiques humaines et on va essayer d'identifier aussi ces caractéristiques humaines. Donc, forcément, en général, le truc qu'on voit au premier plan, le truc qu'on voit chez une autre personne d'emblée, ça va être les yeux, ça va être le fait que on va directement, notre regard va s'attacher sur l'autre personne. Et on a besoin de faire en sorte, du coup, que cette caractéristique, elle fonctionne en 3D. Donc, il faut comprendre aussi l'anatomie des globes oculaires, comprendre l'anatomie des paupières, comprendre l'anatomie des sourcils. Tu essaies de faire un petit peu le parallèle, si tu veux, entre ce qui fonctionne chez un humain, tu le mets sur ta créature, tu fais attention aussi de pas trop rentrer dans ces problématiques d'Uncanny Valley. Et si ça fonctionne parce que ton design, il a été suffisamment simplifié pour être compréhensible et pour pas avoir l'air creepy, mais il est suffisamment poussé pour que l'anatomie fonctionne, là, tu as quelque chose que tu peux utiliser. Mais oui, c'est aussi, faut bien souvent répondre à des problématiques de production qui sont qui est le client, quel est Mmh mh. l'objectif du produit, qu'est-ce qu'on va en faire, est-ce qu'on veut quelque chose de creepy ou pas. Je me souviens que sur cette autruche, à un moment, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des blend shapes, donc des morphings, si tu veux, différentes sculptes pas d'expression, mais au niveau du cou, qui étaient hyper flippantes, qui étaient très réalistes, hein. Mais j'avais pris la trachée et je l'avais vraiment ressorti comme quand une autruche doit avaler. Parce que y a un mouvement énorme qui se crée. Et si tu regardes ce que c'est qu'une autruche, en fait, tu regardes le cou d'une autruche, tu vois juste une trachée. Et du coup, j'ai pris cette trachée et je l'ai faite vraiment s'extraire comme elle doit s'extraire dans la réalité. Et on s'est dit, ouais, mais du coup, c'est Mamed qui m'avait dit ça. C'est le patron du studio et il est aussi CG Sup. Enfin, euh, on s'était marré quand on avait vu ça et il m'avait dit, ouais, ça marche bien, hein, mais mais ça fait flipper quand même. Et donc, il faut que tu arrives à faire quelque chose qui soit un petit peu moins anatomique, parce que, pas moins anatomique, enfin si, moins anatomique en fait, qui soit plus simplifié. Tu vas simplifier les lignes, tu vas rendre les lignes plus expressives, on va dire, mais plus simples. Tu vas calmer un petit peu certaines expressions, ou alors tu vas les accentuer, puisque
Si tu regardes ce qui se passe sur des films qui sont stylisés, les expressions peuvent être vachement accentuées. Donc, si c'est une feature que tu as envie d'avoir sur ta créature, tu vas jouer là-dessus. Mais oui, tu as besoin de comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi être très au courant de ce pourquoi tu travailles, pour qui tu travailles. Mmh. Ouais, en fonction de l'usage et justement si c'est grand public une pub, bah, en l'occurrence ton autruche certes réaliste mais flippante comme dans la vraie vie, ne répondait pas trop à ce besoin-là. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui t'éclate le plus toi, quand tu fais des créatures? C'est bosser sur une énorme prod type, Godzilla, 3 où tu as rêvé de le faire et c'est un peu un rêve et du coup, quelque part, ça suffit que tu fasses que le modeling? Ou au contraire, avoir une production où tu vas être assez libre, avec un client, on va dire sympa, je te donne des bonnes conditions et tu peux vraiment le réaliser de A à Z, à savoir, du modeling, jusque, au texturing ou au rendu, comme tu veux. Alors, c'est un petit peu tout ça. Un petit peu tout ça. Du coup, pour revenir un peu sur mon parcours, moi, j'ai commencé à bosser à Ubisoft. Alors, c'était un stage juste après RTFX. J'ai fait un stage très court et juste après, j'ai demandé à arrêter mon stage parce que MPC m'avait contacté. Et MPC m'a proposé d'aller bosser sur le livre de la jungle. Donc, forcément, tu passes de la série où tu fais du texturing pour les lapins crétins, pour quelque chose qui va être diffusé sur France 3, je crois, à un film qui a beaucoup plus d'impact, pas forcément d'impact, mais qui a plus d'influence, on va dire, ou que plus de gens vont voir. Donc j'ai décidé d'aller faire la partie film. La partie film, c'était hyper spécialisé, donc j'ai fait du modeling. J'ai fait du modeling, mais j'ai fait uniquement du modeling. J'avais pas accès à toutes les autres spécialités parce que, en fait, il y a trop de taf, il y a trop de choses à faire dans un film. Et toutes ces choses à faire, tu peux pas les faire si tu fais tout. Donc, il faut que tu choisisses. Quand tu bosses sur des blockbusters, il faut que tu choisisses quelle est ta spécialité. T'as pas trop l'occasion, malheureusement, et je trouve que c'est assez dommage, mais ouais, t'as pas trop l'occasion euh, d'exprimer un petit peu toute ta palette de skills. Mais pour autant, tu t'éclates. Tu t'éclates parce que tu bosses déjà tu bosses sur un gros film. Bon, ça c'est quelque chose qui me botte plus du tout autant qu'avant, mais tu bosses sur un gros film. Tu sais du coup que tout ce que tu vas faire va être tellement polish que quand tu vas le montrer, tu n'auras aucun souci à trouver du taf ou tu n'auras aucun souci à dire ouais, je suis content de mon taf parce que tu as une équipe énorme derrière qui est venue peaufiner, brush up ta créature, qui a texturé parfaitement, qui a fait du look dev génial, qui a fait du grooming, t'as l'animation, CFX, enfin, voilà, t'as toutes les spécialités qui arrivent derrière tout ça. Donc ça, c'est hyper frustrant et c'est enivrant parce que déjà, tu peux exprimer tout ce que tu arrives, enfin exprimer, tu peux utiliser toutes tes connaissances anatomiques pour pouvoir faire quelque chose de crédible. Du coup, tu as un modèle qui fonctionne super bien, mais tu zappes toutes les passes derrière. Tu zappes le texturing avec lequel tu peux t'éclater. Moi, je pars je pars du principe aussi que pourquoi est-ce qu'on vient faire du sculpting, pourquoi est-ce qu'on vient sculpter des détails, pourquoi est-ce qu'on va pousser le modèle aussi loin sur un film, c'est parce que en fait, ça va servir les besoins du surfacing, ça va permettre de répondre à des problématiques comme la microfacette théorie par exemple, le fait que en fait tous les détails que tu vas sculpter sur un modèle, que ce soit des pores de peau, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ça c'est une question à laquelle on a souvent affaire, surtout sur des productions qui sont un peu plus petites. Est-ce qu'on a vraiment besoin des pores de peau? Parce qu'on les verra jamais, parce qu'on est à 10 km derrière le modèle, ou parce que en fait la caméra fait jamais de close-up. Mais oui, on en a besoin. On a besoin de ces pores de peau puisque ils vont venir casser la surface, ils vont venir donc ces éléments de sculpting, des pores de peau, c'est du volume, c'est des éléments de sculpting, presque de texturing puisque c'est du volume, mais il est très technique, donc on va pas forcément le sculpter à la main. On va utiliser des broches toutes faites pour faire ça. Mais ces informations de volume vont avoir une influence sur la texture. Elles vont avoir une influence sur le fait que à l'intérieur d'un pore de peau, on va avoir une couleur qui est un petit peu différente de l'extérieur. Donc on vient utiliser ce volume pour créer de la couleur. Ça va avoir ensuite, une fois qu'on aura cette couleur, ça va avoir de l'influence sur le fait qu'en fait, un matériau, comment il réagit, le matériau, il est physique. Il a été codé pour faire en sorte de répliquer tout ce qui se passe dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? On va avoir la lumière qui va taper sur le modèle,
quand le rayon de lumière va taper sur le modèle, soit en partant sur ces théories de microfacettes, bah, il va venir à l'intérieur du modèle, il va se diffuser parce que le modèle est un petit peu waxy, il va avoir un petit peu de subsurface scattering, donc la lumière va passer à travers la peau, quoi. Et tu veux créer des textures pour faire en sorte que ce matériau fonctionne. Donc c'est vraiment un découlement, si tu veux. Et toutes ces informations, encore une fois, quand tu bosses sur un film, bah, t'as pas forcément accès à tout ça. Tu sais que ça va venir plus loin derrière dans le process et que d'autres artistes vont s'emparer. Je dis s'emparer, c'est un peu, ça fait un peu barbare de dire ça, mais ils vont prendre, en tout cas, ils vont hériter plutôt. Je pense que c'est le meilleur terme pour en parler. Ils vont hériter de ton travail. Et du coup, encore une fois, c'est frustrant parce que tu as envie de participer un peu à cette élaboration, d'utiliser toutes tes connaissances pour faire en sorte de faire ton modèle. Et du coup, tu veux mettre la main sur du texturing, tu veux mettre la main sur du look dev, tu veux mettre la main peut-être sur un peu de grooming. Je suis pas très bon en grooming, c'est encore quelque chose que j'ai envie d'apprendre, mais ouais, tu veux mettre la main sur tout ça. Et tu peux le faire, tu as plus l'occasion de le faire à travers des plus petites prods, à travers des productions qui vont... Plus petites prods, ça veut pas forcément dire moins bonne qualité, ça veut dire plus efficace, j'aurais tendance à dire. Aller plus à l'essentiel, donc ok, je vais pas pouvoir sculpter le milliard de détails sur mon modèle, mais c'est pas grave, je vais pouvoir utiliser des astuces pour combler ça, je vais pouvoir utiliser des textures toutes faites sur mon modèle pour combler le fait que j'ai pas le temps de tout sculpter à la main. Tu as un exemple de ça, par exemple? Est-ce que j'ai un exemple? Oui, je pense que quand je travaille sur des cinématiques ou sur des trailers de jeux vidéo, par exemple, c'est quelque chose que j'ai pu faire avec Axis Animation et du coup, et avec Capsule d'ailleurs, c'est exactement le même cas de figure. Donc Capsule, on parlait de l'autruche juste avant. Sur l'autruche, j'ai fait du texturing. J'ai utilisé des pores de peau, je crois qu'on avait utilisé des pores de peau humains pour faire ça. On avait aussi utilisé des textures de peau d'autruche. On avait utilisé comme texture? Des textures de, je sais plus s'il y avait des écailles d'oiseaux pour faire les pattes. Et tu vas plus vite, du coup, à l'accomplissement de ton modèle, enfin du sculpting en tout cas, pour pouvoir utiliser ces informations pour ta texture. Et ça, c'est quelque chose du coup qui fonctionne plus pour des projets un petit peu plus petits. Donc, les trailers de jeux vidéo, forcément, c'est pas 2 heures de film, ça peut aller jusqu'à 5 minutes de trailer. Parfois, ça peut être un peu plus long parce que ça va être des cinématiques qui vont être intégrées dans le jeu, mais il faut que tu sois un peu plus malin dans le sens où tu peux pas utiliser tout le budget que tu aurais sur un gros film. Donc, tu vas réutiliser des textures qui existent déjà ou tu vas simplifier le nombre de textures auxquelles tu vas avoir droit sur ton modèle. D'où ce statut, freelance, que tu as aujourd'hui et que tu as décidé de prendre, c'est pour avoir cette liberté et intégrer plus facilement ces petites prods et ou être appelé, ponctuellement pour justement, faire des créatures? Ouais, c'est exactement ça. C'est aussi l'idée de pouvoir donc non seulement bosser sur plein de problématiques différentes, donc travailler aussi sur des projets avec différents budgets, essayer de répondre aux besoins de ces budgets et toujours dans le meilleur de ce que je peux faire avec mes compétences. Moi, j'ai des compétences qui sont très VFX, qui sont très blockbuster, mais pour moi, c'est pas intéressant. Enfin, je trouve ça de moins en moins intéressant de prendre un modèle et de le pousser jusqu'au micro-détail tout en sculptant tout ça à la main comme on peut faire en VFX parce que au bout d'un moment tu t'éclates plus quoi. À Et force de sculpter des détails, t'as plus trop envie de le faire. et donc maintenant, qu'est-ce qui t'éclate? Parce que c'est des micro détails comme tu le dis, enfin quand tu l'as fait déjà, 10 000 fois, enfin, Ouais. c'est toujours la même chose. C'est maintenant ce qui m'éclate, je pense que donc c'est plus petits projets. Enfin, ça dépend. Ça dépend vraiment. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel tu es dans le moment. Des fois, je me dis, ah tiens, ça me manque de bosser sur un blockbuster. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais à Deneg. Ah tiens, ça me manque de bosser sur un plus petit projet. Qu'est-ce que je fais? Ah j'ai une proposition pour une pub. Bon, je retourne en freelance et je bosse sur une pub. Donc c'est vraiment en fonction. Et je pense que j'ai vachement de chance par rapport à ça. Mais c'est aussi, je pense pas que ce soit uniquement de la chance. Je pense que c'est aussi parce que je communique énormément. Enfin, je communiquais un peu plus jusqu'à cette année, mais je communique énormément sur les réseaux et je montre mes différentes palettes de skills en disant je peux bosser sur des gros films, je peux avoir un impact sur des gros films, je suis hyper spécialisé,
Et du coup, bah, si vous voulez m'engager, bah, moi, je bosse que sur des créatures. Je ferai pas de robots, je ferai pas de trucs qui m'intéressent pas, parce que je pense on peut pas tout connaître en fait, et on n'est pas forcé de tout connaître. On n'a pas besoin de tout connaître. On peut connaître, enfin, on décide de ce qu'on a envie de faire. On guide sa carrière exactement comme on en a envie. Et c'est c'est aussi quelque chose que je trouve intéressant, c'est bah, à quel job tu as envie de postuler. Qu'est-ce que tu as envie d'être? Est-ce que tu as envie d'être, je sais pas, tu as envie d'être 3D artiste dans un gros studio qui fait des blockbusters? Est-ce que tu as plutôt envie de bosser sur des pubs ou sur des projets où tu peux être un peu plus généraliste? Et il faut pas avoir peur de se dire que en fait, tu as le choix, tu as la possibilité de tout faire et de pas te fixer uniquement dans une industrie et dire voilà, ça c'est bon, je suis là jusqu'à la fin de mes jours, le reste me fait peur ou j'ai pas trop envie de connaître ce qui se passe ailleurs. Et moi, ça m'intéresse pas, parce que encore une fois, il y a ce problème de si tu fais ça, c'est pas forcément un problème, ça dépend juste des différents profils. Mais pour moi, dans mon cas, je trouve que dans ce que j'ai envie de savoir, dans ce que j'ai envie de connaître, c'est un problème de se fixer dans une industrie, parce que tu vas pas te permettre de trouver différentes recettes, parce que tu vas pas explorer toute la palette la palette de textures, j'ai envie de dire, que tu pourrais utiliser au fur et à mesure, au cours de l'évolution de ta carrière. Et c'est pour ça que j'aime être freelance. Je préfère d'ailleurs être freelance plutôt être employé, mais ça dépend toujours des projets. Là, je suis employé avec Facebook et freelance pour Ubisoft. Euh, mais pour moi, je suis employé. J'ai décidé d'être employé avec Facebook parce qu'ils sont venus me voir en me disant, on a un projet. Voilà le projet. Tu vas pouvoir travailler sur des animaux. Tu vas pouvoir travailler sur tes, tes problématiques anatomie universelle. Et du coup, je me dis, ouais, bon, bah, ok, là, je suis d'accord. Là, ça me va. J'accepte la proposition. D'accord, je veux bien être employé. On va bosser ensemble. Je vais pouvoir exprimer tout ce que j'ai envie d'exprimer. Je vais pouvoir donner le meilleur de moi. Euh, mais s'il m'avait proposé, par exemple, un poste beaucoup plus généraliste avec des éléments qui m'intéressaient pas. Enfin, si j'avais dû modéliser des véhicules ou des trucs comme ça, avoir un poste de 3D généraliste, j'aurais dit non, parce que ça me permet pas de donner le meilleur de ce que j'ai envie de donner, en tout cas. Ouais, être employé mais libre, de faire un truc qui aujourd'hui t'intéresse, te botte et que tu as envie de développer, c'est entre guillemets, lier, l'utile à l'agréable et là, entre guillemets, ça te dérange pas, d'être chez eux un peu lié en tant qu'employé, sachant que ça te donne en plus la possibilité à côté de continuer de faire des boulots en free donc tu es encore un peu libre et pas totalement enchaîné, dans une boîte. Ouais, ouais, c'est ça. C'est toujours pouvoir se sentir bien dans le travail. Et c'est quelque chose qui est très compliqué, qui peut être très compliqué, avec lequel on peut avoir beaucoup de problèmes. Et moi, j'ai décidé que pour ma carrière, c'était le plus important. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime faire des créatures, j'aime comprendre l'anatomie, je sais que le travail, on y passe beaucoup trop de temps. On y passe, je sais pas, on y passe 60% de sa vie, peut-être plus. Et moi, je trouve ça terrible d'un côté. Et du coup, si on va être contraint dans le système actuel à faire ça, et ben dans ce cas, il faut que le travail soit agréable, il faut que le travail Mmh. soit intéressant. Et comment il peut être intéressant? Ben c'est en guidant sa carrière dans le sens dans lequel on a envie de la guider. Et du coup, au début de l'interview, je te disais, je suis créature artiste. Euh, mais enfin, moi, j'aurais tendance, ce que j'ai décidé d'utiliser comme titre sur LinkedIn pour le travail que je fais avec Facebook, c'est créature spécialiste. Et en fait, je suis 3D artiste à Facebook. Mais j'ai décidé que créature spécialiste, ça sonnait mieux et ça convenait beaucoup mieux avec ce que j'ai envie de raconter et avec la carrière que j'ai envie d'avoir et avec mes implications dans mon travail. Et il faut pas avoir peur de guider aussi sa carrière vers quelque chose qui nous convient beaucoup plus, quelque chose qui n'existe pas forcément. Je crois que bah, créature spécialiste, je crois pas que le titre
existent. Tu cherches d'autres créatures spécialistes, tu vas pas quasiment en avoir aucun. C'est un titre qui m'a été inspiré par Nicolas Morel, du coup, qui est un artiste exceptionnel qui fait des créatures. Et juste après moi, quand il est arrivé à One of Us, il a mis qu'il était créature spécialiste à One of Us. Et moi, je me suis dit, oh, mais c'est génial, en fait. J'adore ça et ça correspond vraiment à ce que j'ai envie de faire. Je suis pas caractère artiste. Et pour autant, si je devais postuler à un job, je postulerais à un job de caractère artiste, mais je fais pas beaucoup de caractères, je fais pas beaucoup de personnages. Moi, je fais des créatures. Donc, j'aime bien utiliser le fait que je fais des créatures, mais je suis pas créature artiste, parce qu'un créature artiste, en fait, c'est quoi? Un créature artiste dans l'industrie, quand tu vas avoir des propositions de job pour des créatures artistes, ça va être pour ce qu'on appelle du CFX. Donc, Character FX, c'est tout ce qui va être simulation de plis de peau, simulation de muscle, simulation de fur, enfin tout ce qui va être dynamics. En fait, tous les trucs que je détestais faire quand j'étais à Artefix et qui ont failli me guider vers la porte de sortie à Artefix. Donc, j'adore le titre de créature artiste et pour autant, moi, je travaille plutôt sur de la modélisation. Je crée l'asset, je fais pas de la dynamique, je fais pas du mouvement, enfin, je fais du mouvement, mais immobile, puisque ça va être du sculpte ou autre. Mais pour tout ce qui est animation, muscle et tout, c'est pas ma spécialité. Mais c'est le titre officiel, créature artiste. Mais moi, j'aime bien ce titre. Et du coup, je vais de temps en temps l'utiliser pour certains jobs sur lesquels je bosse, parce que je trouve que ça correspond, je trouve que ça définit exactement le type de travail que je vais faire durant une production. C'est intéressant, tu designes vraiment, ta carrière et ton poste pour, limite le créer, faire un truc vraiment qui te ressemble de A à Z, et qui correspond aussi à tes attentes et à tes évolutions, progressivement, pour, à chaque fois, en fait, t'éclater à l'instant T, en fait, dans ton métier. Derrière, c'est quand même ultra courageux, de se remettre en question et de pas se mettre dans ses pantoufles confortablement dans une production ou dans des, studios dans lesquels tu as bossé, mais vraiment t'écouter derrière et te dire, «Qu'est-ce qui aujourd'hui, m'éclate?» pour aller chercher ces projets-là. Tu as peu de gens, entre guillemets, qui, ont ce courage. Hem, c'est quoi le secret pour avoir ce courage-là? C'est s'écouter et se dire, «Je vais tellement m'emmerder que, faut mieux que je le fasse pour moi, sinon, ça va être la cata», ou ça fait tellement partie de toi que tu te poses pas ces questions, tu fonces et puis et puis Non, tout va bien? je pense que c'est compliqué. C'est difficile d'atterrir là-dedans. En tout cas, quand j'ai commencé à bosser, juste après NPC, je me suis pas dit direct, ah, j'ai envie de, enfin, je me suis dit que je voulais être freelance plus pour des problématiques d'argent, mais j'ai pas tout de suite trouvé la spécialité dans laquelle je voulais aller. Et pourtant, à NPC, j'avais bossé que sur les créatures. J'avais bossé sur quasiment tous les loups de Jungle Book. J'avais bossé, enfin, je peux pas dire j'ai fait les loups de Jungle Book. J'ai fait plein de trucs sur les loups, mais vu que c'était un travail d'équipe, enfin voilà, on est plein d'artistes à avoir participé là-dessus. J'avais bossé aussi sur d'autres animaux du show, mais je me suis pas forcément dit enfin, je vais finir par faire que des animaux juste après Jungle Book. J'ai eu un questionnement de, bah, ok, où est-ce que je vais aller habiter? J'ai rencontré mon épouse à ce moment-là, qui n'était pas encore mon épouse, mais je l'ai rencontrée. Et elle, je savais qu'elle devait partir de Londres à un moment donné. Et je me suis dit, bah, moi, j'ai envie de la suivre. J'ai pas envie de rester à Londres parce que bah déjà, c'était la fin de mon contrat avec MPC. J'avais pas forcément de travail derrière. Donc, je vais la suivre et je vais trouver une solution pour trouver du travail. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé de me lancer dans l'ArcViz. J'ai essayé enfin, plein de petits projets. J'ai essayé de faire des tutos sur de la photogrammétrie. J'ai essayé de faire différents petits trucs comme ça. Et j'étais un peu paumé parce que j'avais besoin de trouver un projet dans lequel, enfin, une spécialité dans laquelle j'allais finir, pas forcément une spécialité, mais une façon de travailler à distance, puisque bah, je suis allé, j'ai déménagé avec elle et il n'y avait pas de boîte de 3D là où on a déménagé en France. Donc, j'ai pris ce petit portfolio de différents éléments que j'avais fait. Je l'ai envoyé à différentes personnes et notamment à Brendan Isaiah qui est lead caractère artiste
je crois qu'il travaille pour Eidos, enfin il travaille sur les jeux vidéo Marvel. Je lui ai envoyé et je le connaissais pas du tout, mais il m'a quand même répondu, il m'a donné des conseils et il m'a dit, en fait, en 3D, on n'a pas le temps de tout faire. Il faut que tu choisisses ce qui te permette de t'éclater le plus. En regardant ton portfolio, quand je regarde tous les projets que tu m'envoies, j'ai l'impression que ce qui va te botter, ça va être de faire des créatures, enfin, de faire des caractères ou de faire de l'organique. Et du coup, j'ai commencé à utiliser ça en tant que leitmotiv, en tant vraiment qu'élément moteur pour guider ma carrière. Mais c'était pas forcément très facile et j'avais pas forcément les opportunités au départ. Et au départ, ce qui m'a énormément aidé, ça a été de donner des cours. J'ai pu trouver différents jobs pour faire des workshops, faire des interventions et à chaque fois ces jobs c'était sur de la modélisation dans Mudbox au départ, enfin les premiers workshops que j'ai eus, ensuite c'était de la modélisation dans ZBrush, un peu de texturing aussi, mais voilà, c'était quelque chose, ces petites opportunités qui au final ont été énormes, qui m'ont permis d'apprendre énormément et de me développer de manière intense, m'ont aussi laissé l'opportunité de travailler sur des projets perso pour pouvoir mieux vendre mon profil, pour pouvoir mieux vendre, mieux me spécialiser, pour continuer d'apprendre aussi, puisque quand tu es prof, je pense que j'ai jamais autant appris qu'en étant prof, pour travailler sur des projets perso, parce que forcément quand tu donnes un cours, tu peux choisir soit d'être un peu passif, ou alors si tu es uniquement sur un cours théorique, tu n'as pas trop le choix, mais tu peux aussi très bien choisir d'utiliser ce cours comme un médium pour ton projet perso. Et moi, vu que c'était des cours sur la thématique de l'anatomie, eh ben, j'utilisais ça pour faire des projets perso d'anatomie en leur disant, voilà, je commence à bosser là-dessus. Regardez comment je fais. Je suis en train d'abord de modéliser squelette, c'est pour avoir une base. Je suis en train de modéliser comme ça. Et ensuite, j'avais la chance d'avoir un résultat que je pouvais mettre sur mon portfolio à ArtStation pour essayer de choper des prods qui convenaient un peu plus à mon profil. Et à ce moment-là, ça a été un vrai déclic et de confiance parce que, ça y est, tu trouvais où est-ce que tu t'éclatais et tu avais en plus du temps et pour toi pour développer et pour apprendre en fait de nouvelles compétences, tout en, fixant en fait ce que ça y est, tu apprenais, auprès d'étudiants, donc ça a été de la manière dont tu le décris là, tout d'un coup ça a l'air d'être un palier et un déclic où tout d'un coup, tu un nouvel homme ou en tout cas, c'est une deuxième phase de ta carrière qui commence à ce moment-là. Ouais, c'est vraiment ça. Je pense que ça a vraiment été une deuxième phase de la carrière. Ça a été la carrière en tant que modeler, modeling TD à MPC. Ça, c'était vraiment la première phase. C'était l'introduction, on va dire, ce qui est là où j'ai appris énormément de choses parce que j'étais dans un contexte de prod. J'étais dans un contexte de prod avec des artistes exceptionnels. Il y avait les outils de la prod, mais ensuite, une fois que ça s'est fini, il y a eu la remise en question de ce que j'avais envie de faire, de comment j'avais envie de le faire, du fait que je me sentais aussi frustré de ne pas pouvoir faire énormément de choses, puisque encore une fois, MPC, c'est hyper spécialisé, et que j'avais envie de raconter des choses. Donc je me suis dit, ok, je vais essayer maintenant d'apprendre ce qui me manque et de devenir freelance, puisque ça me permet de ne pas avoir à bosser 24 heures sur 24 ou de ne pas avoir à être dans un studio en permanence. Je peux gagner suffisamment pendant quelques temps pour ensuite revenir dans mon environnement de vie, continuer d'apprendre, continuer de créer, continuer de m'améliorer, retourner au travail, gagner suffisamment, etc. jusqu'à ce que la carrière de freelance commence à aller beaucoup plus haut, commence un peu à exploser, avoir suffisamment de propositions pour même plus avoir à m'en faire de ok, est-ce que demain je vais avoir du travail ou pas? Non, ce qui fait que je peux continuer de m'améliorer, je peux vraiment travailler sur les projets qui me bottent, je peux refuser les projets qui m'intéressent pas parce que si je bosse dessus, c'est du temps que je vais pas pouvoir utiliser pour des projets sur lesquels je pourrais vraiment avoir un impact. Et je pense que ça permet vraiment de guider ta carrière vers le haut. C'est de faire ce que tu aimes, en fait. Et quelque chose qui est hyper important. Et en fait, tout le monde te le dit. Tu regardes tes podcasts, justement, qui sont super. Tout le monde te dit, il faut que tu fasses ce que tu aimes. Mais à chaque fois que tu parles à des artistes, et ça c'est frustrant, tu parles à des gens en production, t'as pas l'impression qu'ils s'éclatent tout le temps, ou t'as pas l'impression qu'ils ont forcément
envie de continuer de s'exprimer grâce à leurs médias, mais je trouve ça dommage. Pour moi, la 3D, c'est un médium que je trouve sous-exploité, et je trouve sous-exploité dans le sens où on va l'utiliser uniquement pour du divertissement. Et je trouve que c'est un peu du gaspillage, parce que on peut l'utiliser pour beaucoup plus de choses. On peut l'utiliser pour déjà créer des illustrations. C'est pas forcément du divertissement, mais aussi pour avoir une compréhension plus poussée des choses. Ce qui est aussi le travail que je fais pour Facebook. La chance que j'ai donc pour Facebook, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, ok, c'est rigolo, tu bosses avec Facebook, qu'est-ce que tu fais? Ils ont un C'est département intriguant. 3D, ils font des films d'animation, qu'est-ce que c'est? Ils font des jeux vidéo. Et en fait, Facebook, ils vont faire ils vont travailler pas sur des computers graphiques, mais ils vont travailler sur la computer vision. Et la computer vision, c'est la compréhension que va avoir l'ordinateur de ce qu'il va analyser, des images qu'il va recevoir. Et en fait, tu peux utiliser la 3D comme un imbricateur, je ne sais pas si ça existe comme mot. Tu peux utiliser la 3D comme source en fait de connaissances, et tu vas influencer, tu vas euh, Nourrir, ouais, le voilà, nourrir. tu vas nourrir l'ordinateur avec de la 3D, et avec tout ce qui a été codé en fait. Si tu regardes, on a des outils qui sont absolument géniaux. Maintenant, tu as Ziva, je sais pas comment ils le disent en anglais, je crois que c'est Ziva Dynamic, qui est un outil de simulation de muscles, simulation de dynamique musculaire, qu'on utilise pour de l'animation hyper poussée. Mais pourquoi est-ce qu'on l'utilise pas plutôt pour utiliser en fait de la 3D pour permettre à un ordinateur de comprendre comment un muscle va se contracter, puisque bah, l'algorithme à la base de ce logiciel est basé sur des lois physiques. Donc c'est un petit peu en ça que je trouve on a un peu un manquement en 3D ou en tout cas dans notre métier, de vraiment essayer de pousser les choses vers des compréhensions un petit peu plus fortes, utiliser par exemple des phénomènes de rendu. Je parlais la microfacette théorie, qui est basée sur aussi des lois de la nature, les lois de la lumière, et pourquoi est-ce qu'on pousse pas justement ces notions toujours en utilisant de la 3D pour permettre à des ordinateurs de mieux comprendre ce qui se passe dans la réalité. Enfin, je vais rebondir sur tout ce que tu as un peu dit là jusqu'à présent, mais je te le souhaite en tout cas de pouvoir choisir les productions et où est-ce que tu mets ton temps, pour en fait choisir les projets qui t'éclatent, et c'est un peu tout le luxe de tout freelance, de se dire, «Demain je pourrais choisir les productions et les projets», et c'est un peu l'aboutissement, oui, d'une carrière, freelance, mais au début, entre guillemets, enfin, faut entre guillemets un peu tout accepter et progressivement faire son carnet de clients, et ça fait, partie du jeu et du Mhm. boulot de Ouais. freelance. C'est intéressant aussi ce que tu dis sur la 3D qui est sous-exploitée et aujourd'hui parce que ça reste quand même un médium et un outil assez jeune. Il est un peu isolé et tout le monde se l'est pas encore un peu accaparé. C'est bien que Facebook l'utilise et en ait compris. L'une c'était compliqué. L'une des utilités pour justement, aller beaucoup plus loin et faire le parallèle. Est-ce que tu as d'autres volontés comme ça dans le futur, heu, d'utiliser la 3D et d'aller peut-être un peu plus loin? Est-ce que faire peut-être plus d'illustrations pour raconter et avoir un propos autre et pas juste être dans la démonstration et dans une technique? Oui, moi, c'est vraiment des projets. J'ai plein de projets perso en tête, et malheureusement, c'est toujours le problème Du temps. du temps, trouver du temps, et aussi de définir si on a envie d'utiliser son temps pour continuer à travailler, ou si on a envie d'utiliser son temps pour le passer avec les personnes qu'on aime. Et des fois, c'est un peu compliqué de répondre à ça, et on a certainement un peu besoin, enfin, on a forcément besoin de faire les deux. Mais oui, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, d'utiliser vraiment la 3D comme moyen d'expression au maximum de ce qu'on peut faire, et aussi, encore une fois, pas que pour du divertissement. Ça m'intéresserait par exemple d'utiliser de la 3D bien plus avancée. Quand je dis plus avancée, que ce qu'elle est actuellement, mais plus avancée, ça peut très bien être, tu prends
Tu prends le taf de Nicolas Morel, par exemple. Donc, encore une fois, je parle de lui, qui est créature artiste, qui était créature spécialiste à One of Us, et qui fait des illustrations géniales. Et en fait, ces illustrations, bah, elles pourraient très bien servir pour des étudiants en médecine, où en fait, tu pourrais avoir une version moderne de Henry Quarter et Henry Quarter Anatomie, donc toutes les illustrations d'anatomie dessinées à la main, si tu veux. Tu pourrais très bien avoir ça. Donc, c'est des illustrations qui sont faites, du coup, pour le corps médical. Tu pourrais très bien avoir ça à base de 3D, ce qui fait que tu pourrais avoir quelque chose de très poussé, de très réaliste. Tu peux utiliser les outils qu'on a actuellement vraiment pousser la réflexion, je pense. Et ou des dissections en temps réel, et pas, Ouais, pareil, ouais, avoir que la vidéo en médium, mais vraiment leur donner accès au modèle 3D et les différents muscles, os, qui ont pu être, sculptés, au préalable. c'est ça. Hem, comment tu gères ton temps quand tu es, freelance? De ce que j'ai compris, tu alternes, périodes où tu bosses sur des productions et périodes de temps, pour toi où justement, bah, tu reviens dans ton espace de vie, tu prends du temps pour développer tes idées. Heu Est-ce que c'est vraiment ça et est-ce que c'est si séparé? Et comment après, pour les clients, tu gères ce temps et ce budget qui t'est alloué? Parce qu'au final, ça reste, une rémunération vs un temps que tu donnes, en fait, pour cette production. Ouais, c'est une bonne question. Comment on gère le temps en tant que freelance par rapport au projet perso, par rapport à tout ça? Donc, je dirais en fait, ce qui est très important, c'est de comprendre les problématiques du client et de comprendre les outils techniques que tu vas avoir en main pour répondre à ces problématiques. Plus tu es en mesure de comprendre tout ça, mieux tu vas réussir à répondre aux besoins du client par rapport au budget qu'il va te proposer, où tu vas être en mesure de définir un temps de travail pour ton client, ce qui va lui permettre à lui d'établir un budget. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important quand tu es freelance. Donc, quand tu connais vraiment bien ton médium et bien ta façon de travailler, tu peux aller très rapidement à l'objectif et tu peux travailler efficacement pour un client, ce qui fait que tu n'auras pas trop d'embûches entre-temps, donc bah, tu n'auras pas trop de problèmes pendant la production. Donc, tu vas pouvoir rentrer dans tes deadlines, parfois être en avance, mais laisser du temps au client justement pour pouvoir te fournir des feedbacks. Mais bon, c'est du temps qui est facturé aussi parce que bah, tu donnes un budget, tu alloues un certain temps à un client, ce qui fait que tu peux pas bosser pour un autre client pendant ce temps-là. Donc, tu es disponible, mais si tu n'as pas de retour, ben, tu as un peu de temps de faire des sketchs ou travailler sur autre chose, on va dire, mais tu es quand même disponible pour ton client. Sinon, Sinon, ça passe aussi bah, beaucoup par des nuits à rallonge, on va dire. Je fais jamais d'overtime pour, euh, pour mes clients. Enfin, pas pour mes clients, je veux dire, je fais jamais d'overtime en général parce que je déteste le principe et parce que pour moi, ça pose un très gros problème d'intégrité par rapport au travail, on va dire, de manière générale dans l'industrie. Et du coup, le soir, eh ben, j'ai décidé que pour moi, le soir, c'était fait pour des projets perso ou alors pour passer du temps avec ma femme. Et les projets perso, quand je peux en faire, eh ben, je vais peux passer jusqu'à une ou 2 heures du mat à bosser sur un projet que je trouve intéressant. Parfois, je pourrais faire ça un petit peu le week-end. Parfois, j'ai du temps entre deux prods, j'ai une semaine, 2 semaines, j'ai pas envie de prendre un autre projet, donc bah, je vais le garder pour faire des projets perso. Je t'avoue que je fais plus trop de projets perso ces derniers temps parce que je me sens suffisamment bien dans les projets que je fais en production pour ne pas avoir pour ne pas avoir un manquement en fait, pour ne pas avoir encore besoin le soir de continuer à travailler sur des projets jusqu'à pas d'heure et être fatigué le lendemain et pouvoir continuer de m'exprimer. J'ai la chance de pouvoir le faire grâce à mon travail et ça, je pense que c'est un peu en tant que personne qui doit gagner de l'argent, je dirais que c'est un peu l'objectif de tout le monde. C'est pour ça que le titre de 3D artiste, il est un peu bizarre. Euh, le titre d'artiste, j'ai envie de dire plutôt, pas forcément 3D artiste, parce que 3D artiste, ça c'est quelque chose euh, qui est compréhensible, une personne qui fait de l'art avec de la 3D, mais le titre d'artiste en tant que personne qui bosse en production, ça, c'est pas forcément quelque chose qui, pour moi, convient à 100%. On n'est pas vraiment artiste
ou en tout cas, on n'a pas la chance toujours d'être artiste quand on bosse aux productions. On est plus souvent un outil qui est là pour faire en sorte que les besoins du réalisateur soient remplis et que tout aille de la meilleure manière qui soit pour pouvoir aider une équipe, mais on n'a pas toujours l'opportunité de s'exprimer. Et c'est du coup pour ça que souvent je préfère être freelance. C'est parce que je bosse sur des projets qui sont plus courts. Si c'est plus court, ça veut dire que j'ai plus souvent mon mot à dire et mon input à donner dans le projet parce que le client a moins de temps pour réfléchir à ses problématiques d'anatomie ou autre ou de design. Donc je me sens plus artiste. C'est des projets aussi, quand on est freelance, ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a la chance de pouvoir facturer plus cher son client que quand on est employé. Donc on va mieux gagner sa vie, ce qui fait que on est un peu plus serein aussi, puisque c'est quand même hyper important de se sentir serein au niveau argent. Et moi, c'est un peu comme ça que je le gère. Toujours être conscient, si tu veux, de ce sur quoi tu vas travailler, le temps de travail qui va être nécessaire, les potentiels problèmes auxquels tu vas faire face, et du coup pouvoir être sûr que tout rentre dans l'enveloppe du budget pour pouvoir ensuite utiliser le reste de ton temps comme tu le veux. Mmh mh. Et ça, c'est quand, on a quand même quelques projets de freelance derrière soi et qu'on est aussi capable de mesurer et de savoir qu'une production va normalement se dérouler sans écueil et il y aura pas d'accroc et que du coup, ça va prendre, 4 jours et pas, Ouais, ouais, c'est ça. 7, 7 comme au début des projets où, si tu te lances freelance au bout de 2 ans d'expérience, forcément tu vas y passer plus de temps et où tu vas pas réussir à qualifier ce temps, à y passer. Ouais, ouais, c'est ça, c'est grâce à l'expérience et tu peux pas savoir tout de suite qu'en fait une créature, tu peux modéliser un animal en une semaine au départ, tu le fais en un mois, tu le fais en 2 mois, mais en Ouais. fait tu as pas forcément les outils, tu as pas les raccourcis psychiques ou les biais cognitifs qui vont te permettre d'aller rapidement à l'objectif au départ. Tu es obligé d'en faire l'expérience, tu es obligé de l'apprendre, tu es obligé de faire des erreurs aussi. Il faut pas avoir peur de faire des erreurs parce que si tu fais pas d'erreurs, tu n'as rien à améliorer. Donc si tu n'as rien à améliorer, ça veut dire que tu es statique. Mais si tu veux être dynamique dans ton apprentissage et dans ta carrière, il faut justement que tu t'autorises à faire des erreurs et que tu t'en apprennes et que tu développes des raccourcis pour aller plus vite et pour pouvoir te sentir mieux en tant qu'artiste ou en tant Mmh mh. qu'outil en production. Et puis corrélé aussi aux compétences de, communication que tu développais, en fait, pour comprendre le besoin du client et lui donner, en fait, les bons, images, modeling ou créatures au bon moment pour qu'il puisse réagir et entre guillemets que tu aies pas besoin de faire machine arrière, et entre guillemets, ça, c'est des écueils aussi de production qui sont évités avec le temps parce que tu connais ton client, mais aussi tu es capable de lui donner, ce qu'il attend, au bon moment pour avancer mais ne jamais reculer. Ouais, ouais. Et la communication est hyper importante dans une prod, mais aussi hyper importante encore plus pour nous en tant que freelance. Parce que tu as besoin d'avoir des clients. Donc, si tu as besoin d'avoir des clients, tu as besoin de montrer ton travail. Si tu veux montrer ton travail, il faut que tu le montres de la manière la plus professionnelle possible. Et comment tu peux la montrer de manière professionnelle possible? C'est en comprenant les besoins d'une production, en comprenant les besoins techniques. Euh, et du coup, il faut que tu apprennes aussi à montrer tes images. Il faut que tu apprennes à vendre ton profil. Donc c'est pour ça que la communication elle est importante en interne, mais aussi très importante en externe, encore plus quand tu es freelance et même, je dirais, quand tu cherches un nouveau taf, puisque forcément, il va y avoir la communication pendant un entretien, il va y avoir la communication grâce à ta bande démo, il va y avoir la communication sur LinkedIn, et toutes ces problématiques, je les trouve super intéressantes dans l'idée toujours de développer sa carrière et de pouvoir combler le plus possible ou le mieux possible, en tout cas, toutes les attentes qu'on a et se sentir le plus dans ses bottes quand on veut se vendre en tant qu'artiste. Et cet aspect de la communication et de la recherche, elle est beaucoup plus fréquente quand tu es freelance parce que tu rentres pas en production pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, mais les projets sont un peu plus courts, donc tu as, entre guillemets, «plus d'énergie» à mettre de ce côté-là. Et puis tu es aussi un peu plus isolé, tu fais peut-être un peu moins partie de l'industrie, Ouais, et peut-être ouais. un peu moins appelé, pour,
dans les gros C'est studios parce que tu vises des petits? Ça dépend toujours du profil. Enfin, tu vas avoir des freelances, je pense qu'en caractère art, en créature ou autre, ou même en personnage, on a pas mal de chance puisqu'on peut intervenir sur différents types de projets, on peut intervenir dans différentes industries et sur différentes durées de projets aussi. Tu peux avoir des projets freelance qui durent beaucoup plus longtemps que d'autres. En France, je crois pas que ce soit légal, mais en France, en général, je crois qu'il faut que tu travailles, tu as le droit en tant que freelance de travailler que un mois dans une boîte et ensuite il faut que tu fasses une semaine de pause ou un truc comme ça, ou sinon c'est requalifié en contrat CDD ou autre. Mais on a un peu plus de flexibilité en Angleterre. On peut travailler beaucoup plus longtemps sur un contrat, et pour autant, on a le droit d'être freelance. Être freelance, si tu veux, c'est juste un statut. Ici, c'est pas forcément un job ou un type de job. Moi, j'ai décidé que c'était aussi une philosophie pour moi, parce que j'adore la diversité, parce que j'ai envie de me sentir indépendant et que j'ai envie de faire en sorte d'être le meilleur outil pour réaliser les besoins de mes clients. Mais ouais, tu peux guider ta carrière de freelance un peu comme tu l'entends, quoi. Mais la communication, oui, c'est hyper important. C'est quelque chose que beaucoup de gens laissent de côté. Et malheureusement, quand tu as des freelances qui laissent la communication de côté, eh ben, ils trouvent pas forcément de contrat. Ou alors ils sont tellement bons qu'ils ont la chance de faire un seul projet et de trouver plein de jobs grâce à ça, mais ça arrive pas souvent. On est très isolé aussi, comme tu le disais, et ça, parfois c'est difficile à vivre, parfois ça l'est pas. Ça dépend des profils, encore une fois. Il y en a certains d'entre nous qui aiment bien bosser tout seul de leur côté, et il y a toujours aussi ces problèmes de, ok, quand tu es dans une grosse boîte, tu travailles pour MPC, tu travailles pour ILM, Denec, peu importe, tu vas avoir un pipe qui est extrêmement lourd, qui prend des semaines à apprendre. Et encore, il faut que tu aies fait plusieurs mois dans la boîte pour te sentir confiant avec le pipe. Et tout ça pour faire quoi? Bah, tout ça pour faire un modèle. Tout ça pour sculpter un animal. Tout ça pour sculpter un personnage. Ok, ben écoute, moi c'est pas forcément mon truc et je trouve que ça peut être une perte de temps dans ce contexte-là. Dans le contexte de j'arrive en début de prod, d'habitude j'ai mes outils, j'ai mon ZBrush, j'ai mon Maya, Marie, j'ai mes outils, mes licences que j'ai à la maison, je vais venir faire ma créature, il me faut 2 semaines, 3 semaines, un mois, peu importe. Et une fois en prod, et ben en fait il faut 3, 4 mois parce qu'il y a ces allers-retours avec la production, parce qu'il y a ces problématiques de pipe. Et c'est pas forcément quelque chose qui nous motive tous d'arriver et de se sentir contraint à cause du pipe. Donc, bah, c'est aussi pour ça que tu peux décider d'être freelance. Tu peux décider de temps en temps de faire le sacrifice de ses compétences techniques. Tu vas dans une prod, tu apprends le pipe de la prod, mais aussi de temps en temps, tu peux dire, bon, bah, écoutez, si vous voulez ce type de produit, il n'y a pas forcément besoin que je sois sur place avec vous tout le temps. Je peux très bien faire ça depuis chez moi. Je serai plus efficace. J'aurai plus de ressources puisque j'ai les ressources, j'ai tous mes bouquins d'anatomie, j'ai mes textures que j'ai achetées sur Texturing XYZ, j'ai mes licences, enfin voilà, j'ai les outils idéaux pour vous fournir le produit dont vous avez besoin le plus rapidement possible. Alors, soit vous m'employez, je viens dans la boîte pendant 3 mois, soit vous me laissez en freelance et là je fais mon taf, en 3 semaines, vous avez le même produit sans des problématiques de temps derrière. Présenté comme ça, tu as envie de signer et forcément on te dit oui. C'est, t'aimerais bien qu'on te dise oui. Après, il y a toujours le problème de droit, il y a des problèmes de la confiance qu'une boîte peut t'accorder. Parfois, certaines boîtes vont vouloir t'employer avant de te laisser freelance, enfin de te réembaucher en freelance. Il y a aussi le problème, bah, tu peux pas sortir des grosses licences des serveurs de la boîte. Quand je dis grosses licences, je parle plutôt des IP, je parle plutôt de la propriété intellectuelle. Tu peux pas la sortir des serveurs, elle est bloquée là-bas. Et quand tu bosses, même maintenant avec le contexte actuel du Covid, et c'est quelque chose que je kiffais pas trop, c'est qu'en fait, mais il n'y a pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne. Les grosses boîtes fonctionnent comme ça. En fait, tu bosses pas sur ta machine. Ta machine, c'est juste un écran qui vient streamer l'ordinateur qui est au taf. Ce qui fait que tout ce qui est
tout ce qui est data, toutes les informations confidentielles, elles restent au taf, elles restent sur les serveurs du travail, elles restent sur ta machine qui est là-bas, quoi. Et du coup, t'es pas plus efficace, et pour autant, tu travailles comme un freelance, mais t'es pas plus efficace. Parce que, en fait, t'as pas ta liberté créative, mais t'es obligé parce que tu bosses pour un client et c'est de là que vient l'argent. Donc, tu te plies aux règles de la production. C'est ça. Enfin, dans certains cas, t'as pas trop le choix et ces règles du jeu, faut les accepter et tu beau essayer de présenter ton point de vue, l'industrie étant qu'il faut un peu rentrer dans le moule, si tu veux bosser sur ces prods-là, quitte à ce que peut-être ultérieurement, ils changent un peu d'avis et que ça s'adapte un petit peu et qu'on te laisse, et qu'il y ait cette relation de confiance qui soit tissée. Mais pour des premières missions, en tout cas, t'as clairement pas trop le choix. Ouais, ouais, c'est ça. Cool, merci pour cette discussion et puis pour, vraiment nous avoir un peu donné les coulisses d'une carrière de freelance comme toi tu l'entends et ce vent de liberté que tu insuffles, je trouve, pour tous ceux qui, bah, peuvent se sentir un peu frustrés et sentir la routine, ronfler, tu peux avoir donné envie de devenir, free et c'est plutôt chouette. Tout en dressant le portrait, bah, réel, sans, je trouve, l'embellir, qui est, qu'il faut savoir aussi gérer son temps, qu'il faut aussi vachement communiquer pour trouver ses clients et que ça tombe pas en tombant du ciel. Et aujourd'hui, tu dis avoir de la chance, mais en réalité, c'est pas de la chance. Derrière, il y a beaucoup de travail et de l'expérience pour bah, réussir à mener toutes ces productions sans écueil et avoir des clients qui te rappellent et qui sont contents, quoi. Ouais, je pense que c'est beaucoup de travail, c'est aussi beaucoup d'écoute. C'est parce que encore une fois, bah, comme tu enregistres des interviews et il y a beaucoup de gens justement qui vont venir te présenter leur travail, la façon dont ils vont bosser, comment ils ont fait pour en arriver là. Il faut que tu arrives à identifier les éléments gagnants, si tu veux. Tu arrives à identifier tout ce qui fait que ça a fonctionné. Et grâce à l'écoute, bah, tu vas pouvoir répliquer ça dans ton travail. Tu identifies vraiment les éléments qui vont te faire en sorte que toi, ça te parle, ça va te guider vers une carrière plus sereine. Et maintenant, c'est à ton tour de l'appliquer à ton profil et de l'appliquer à ton job. Hmm. Trop bien. C'est con, tu viens, je pense, de répondre à ma dernière question qui était te laisser conclure en donnant Zut. le mot de la fin. Mais prépare-toi, je te la reposerai quand même. Qui t'aimerais bien entendre sur de futurs épisodes? Alors, je t'ai préparé une petite liste de J'adore. gens. Laisse-moi trouver ma liste, puisque bah, j'ai décidé que c'était pas très cool comme question. Tu vois, tu nous demandes de choisir toutes les personnes qu'on admire et de choisir la personne qu'on a envie d'entendre. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de gens que j'ai envie d'entendre. Il y a plein de gens que j'ai adoré écouter et j'ai envie de les réentendre et de réentendre leur histoire, réentendre ce qu'ils ont envie de dire et la façon dont ils guident leur carrière ou le message qu'ils ont envie de partager. Mm. Donc, je t'ai préparé une petite liste, une petite liste de noms. J'adore. J'ai Nicolas Morel, bah, j'en ai parlé plusieurs fois durant Ouais. l'interview. Il est du coup créature spécialiste. On est tous les deux, donc, on va dire, avec le titre officiel caractère artiste. On fait un peu la même chose, mais chacun notre style. Et je pense chacun avec notre intégrité ou notre manière de l'exprimer. Et du coup, je trouverais ça super intéressant que tu arrives à l'interviewer. Je vais avoir aussi Vincent Meunier, un super pote de Londres qui est lead caractère artiste à Riot. Et pareil, il partage énormément. Il a une très belle philosophie de travail et je pense que cette philosophie, elle peut en attirer pas mal d'entre nous. Elle peut vraiment nous inspirer. Donc ça peut être cool aussi de l'entendre. Nora Storey, qui du coup est l'épouse de Vincent, et elle est narrative designer. Donc c'est quelque chose qui est très différent, mais c'est aussi très intéressant de pouvoir s'inspirer du coup de personnes qui aussi font des métiers qui sont pas, dont on n'entend pas souvent parler en tant que 3D artiste. Et pour autant, on a besoin de travailler avec ça. On a besoin de travailler avec ces autres spécialités et on a besoin de les comprendre bah, pour mieux travailler en tant que 3D artiste, j'ai envie de dire. Euh, Alexandre Chaudret et Alexandre Ferrat. Donc, bah, ces deux personnes, je les avais déjà interviewées quand j'organisais les Creature Legends. Et pour autant, j'ai quand même envie de les réentendre parce que ils ont vraiment
un message. Ils ont vraiment une expérience du travail, une expérience de la création, du design, et quelque chose de super intéressant à tirer d'une interview avec eux. Et ils arrivent bien à raconter aussi ce qu'ils ont derrière la tête. Trop cool. Et j'ai Jérémy Céleste, euh, quelqu'un qui est très important dans l'industrie, et j'ai envie de dire qui a révolutionné l'industrie moderne du texturing. Et pour autant, c'est en français, et ça fait plaisir du coup de se dire que en fait, il y a beaucoup de gens très importants dans la 3D qui sont aussi francophones, et je pense que ça peut être très intéressant d'entendre ce qu'il a voulu créer avec Texturing Swayze, euh, comment il a réussi à créer des techniques aussi qui nous permettent à nous, en tant qu'artistes, de nous exprimer et de créer des personnages de plus en plus réalistes. Tu vas avoir aussi Julien Nicolas. Julien Nicolas, donc c'est un caractère artiste qui en a inspiré beaucoup d'entre nous. Quand je dis nous, c'est plus le cercle parisien des caractères artistes. Il y a beaucoup d'expérience et il y a beaucoup de personnes à Paris qui ont eu la chance de travailler avec lui. C'est aussi une des personnes qui m'a guidé vers le partage des connaissances, dans le sens où j'ai eu souvent, je me posais un peu au départ la question, ok, est-ce que je dois faire un tuto gratuit que je vais partager pour tout le monde, qui va permettre vraiment de démystifier les connaissances qu'on va avoir en VFX, mais je vais décider de le partager gratos, quoi. Je vais poster ça sur Texturing Swayze, sur Workstation. Et c'est une personne qui m'a dit qu'en fait, ben, il fallait pas hésiter à tout donner, puisque le partage, ben, vraiment, ça te permet d'aller beaucoup plus loin. En fait, si tu es réduit à te demander si tu dois cacher tes connaissances de senior pour éviter de trouver un job, enfin pour éviter aux nouveaux juniors en fait de trouver un job, et ben c'est que en fait tu es extrêmement limité, tu vas pas aider l'industrie à aller de l'avant, tu vas pas entraîner cette idée de partage. Donc je pense que ça peut être quelqu'un aussi d'intéressant à interviewer s'il est disponible. Et enfin, j'ai Mamed et Steph, qui sont les fondateurs de Capsule Studio, des mecs géniaux et qui aussi ça peut être très intéressant de se poser la question, mais pourquoi les gars, vous avez décidé d'ouvrir votre studio? Pourquoi est-ce que vous décidez de bosser sur des trailers de jeux vidéo, sur de la pub full CG? Qu'est-ce qui vous motive? Ouais, je pense que ça peut être donner des discussions, des conversations assez intéressantes. Et voilà, maintenant je t'ai refilé la patate chaude. Donc, ça va être à toi de piocher dans cette liste, de piocher le ou les noms, ou peut-être tout le monde, hein, si tu arrives à tous les interviewer. Mais ouais, c'est à toi de décider Trop bien. avec qui tu as envie de continuer les podcasts. Bah, écoute, ça met plutôt l'eau à la bouche. Je vais être sur des métaphores, gustatives. Ça fait beaucoup de créatures artistes et même si, c'est un épisode intéressant, on va les distiller, au fil des épisodes pour pas avoir un bloc, pour parler créatures pendant, 10 épisodes. Mais, trop bien, sachant qu'à chaque fois, ce qui m'intéresse aussi à travers ce podcast-là, c'est la philosophie, comme tu le dis, et les réflexions qui sont liées à nos métiers, derrière. Et donc, bah, forcément, s'ils ont des choses à raconter et une philosophie qui leur est un peu propre, c'est intéressant et ça me donne envie de les entendre. Donc, trop bien. Merci pour toutes ces idées. Ça faisait petite cérémonie de de tous les gens que tu appréciais, donc très, très formel en tout cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant et voir tous les boulots que tu fais, les pros que tu peux diffuser, les persos déjà diffusés ou pour les prochains? Alors, on peut me retrouver facilement sur ArtStation, sur LinkedIn, sur Facebook aussi. Je pense que j'ai un profil public, donc je crois que les gens peuvent me suivre. J'ai tendance à plus trop accepter de personnes parce que maintenant ma liste liste d'amis commence à être un peu remplie. Mais oui, je crois que les gens peuvent me suivre sur Facebook, sur Instagram aussi. Il suffit de taper mon nom sur Google et je pense qu'il y aura la liste de tous les profils publics, tous les réseaux sociaux publics sur lesquels on peut me retrouver. Ouais, et puis je mettrai tous les liens en description, comme les différentes références qu'on aurait pu évoquer. N'hésitez pas à regarder à chaque fois, les petits liens en dessous, pour tout retrouver, y compris Gaël, et ses travaux. Trop bien. Ça marche. Et puis, bah, du coup, ma question piège, ma préférée, le mot de la fin, une philosophie soit que tu t'appliques ou une réflexion
que tu as envie de nous donner sur soit nos vies et peut-être mieux les équilibrer, ou au contraire sur une motivation dans la 3D, tu es libre de choisir le parti pris. Compliqué comme question. Je pense que pour moi, le mot de la fin, ce serait l'intégrité dans la 3D. Essayer d'utiliser la 3D pas uniquement comme médium de divertissement, mais comme médium aussi d'expression et comme médium de compréhension. Et pour moi, c'est un de mes leitmotifs de ces dernières années, pousser vraiment la compréhension au plus loin grâce à un médium qui est un médium d'expressivité, grâce à de la 3D, grâce à la créativité. Allez, bah tu vois, tu t'en sors pas mal en impro. Tout le reste, c'était improvisé. Hein, tout le reste. Mais oui, ça se sentait. Je charrie. Merci encore, Gaël, pour ce moment et puis pour ce partage de toi, ton travail et de tes réflexions. Pour tous ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à aller regarder le travail de Gaël, mais aussi à en parler autour de vous et écouter les épisodes précédents, même ceux où le son laissait un peu à désirer, mais ils restent intéressants. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour encore un nouvel épisode. Ce sera du lighting la prochaine fois. Pour une fois, je sais qui sera le prochain invité, donc je peux vous le dire, c'est du lighting. Et puis à la semaine prochaine. Salut Gaël. Merci beaucoup Sandrine. À plus. À plus.